Bon, deuxième démarque, on va monter tout, voilà, ça va passer à moins 40, okay. ça à moins 50. Moins 50 ça, mais c'est... Bah ouais, mais bon... C'est énorme. On l'a pas très bien vendu, on a trop de stock, bah ouais, faut monter à moins 50 là. Ouais, enfin, moins 50, et ça peut-être la semaine prochaine à moins 70. Oui, celui-là on attend un peu quand même, parce qu'on est vachement bien quoi. Ah, et lui. Ah. Même à moins 50, il est pas parti. Hein. Ouais, ça me désole un petit peu quand même. On va peut-être le passer à moins 70. Ouais, encore, je crois pas qu'il parte. Hein. Moins 70 ? Non, quand même pas. Non, mais il est même pas parti là. Oui, mais il vaut pas moins 70. Bon, prends-le, mets-le dans un coin, on mettra à moins 70. Un jour, peut-être, il partira. Allez, vas-y. Bon, bah allez. Sinon, on peut le donner. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut à tous. On est un petit peu fatigué, surtout que là on tourne un peu plus tard, on va faire pas mal de tournages aussi, il y a beaucoup de nouveautés encore cette semaine. Ça va être chaud, on va essayer d'être le plus concret possible, le plus concis possible. Exact. Première information déjà, bravo à toi, donc ton nom s'affiche ici. Il y avait la semaine dernière un concours pour gagner cette boîte de champion. Donc bravo à toi, son nom s'est affiché ici. Tu as gagné cette merveilleuse boîte de champion, car tu penses qu'effectivement Alice a plus de chances de faire des câlins aux arbres que Oswald. Il y a une grosse majorité là-dessus, parce que de toute façon, pour être éligible au tirage au sort, il fallait être dans la majorité. Tout à fait. Et la majorité était écrasante. Apparemment, je ne ferai pas de câlins aux arbres, selon les gens. C'est vous qui voyez. Alors que c'est possible, ayant pris l'apéro, que ça soit arrivé. Voilà. Tout à fait, c'est possible. Donc tu as gagné cette boîte de champion. Autre information, on a commencé à faire l'offre Gigamic. Donc Gigamic fait une offre qui peut se comparer à l'offre qui est toujours actuelle de Yellow. Donc c'est exactement les mêmes dates, c'est exactement les mêmes conditions. Vous avez moins 25% sur la deuxième boîte achetée et moins 50% sur la troisième boîte achetée. Oui, c'est bon, c'est à l'endroit. Sur les boîtes métal de chez Gigamic. Donc tout ce qui est 6 qui prend, tout ce qui est pas 7, mais tout ce qui est... il y a Hilo, il y a Lama, il y a Quick. Merci. Voilà, moi je lis ce qui a marqué. Voilà, c'est très bien, parce que moi je voyais plus rien, j'essaie d'inventer des choses. Donc effectivement, toute la gamme de boîtes métal chez Gigamic, super gamme, parfait pour l'été. va pouvoir profiter de cette magnifique offre. J'avais dit la semaine dernière que la semaine prochaine. Donc maintenant, je vous parlerai d'un super jeu qui s'appelle Captain Esperanza, qui est celui-ci. Captain Esperanza, c'est un jeu de Jean-Louis Roubira et de Pierre-Yves Blanchard. Si Jean-Louis Roubira vous dit quelque chose, c'est normal. C'est l'auteur, entre autres, du fameux Dixit. On y a joué. Et c'est franchement très très cool. Alors en termes de matos, c'est assez agréable parce qu'en fait on a un petit plateau qui est en fait une sorte de tapis. Alors c'est pas vraiment une qualité de tapis, mais ça fait vachement effet un peu parchemin. Ouais, carrément. Ce que je trouve très cool dans la thématique, puisque vous l'avez vu, on va pas jouer des bûcherons, on va jouer plutôt des pirates. Et on a nos petits bateaux ici qui vont se déplacer. On va pas vraiment jouer des pirates, on va jouer plutôt des marchands en fait. Ouais, c'est ça. C'est plutôt des marchands, ouais. Dans une thématique un peu pirate, on retrouve des iconographies qui font très pirates. Et on va se déplacer ici. Donc, tout autour ici du continent. Et en fait, on va essayer d'arriver au moins jusqu'ici pour déclencher la fin de la partie. Donc la fin de la partie s'enclenche dès qu'un joueur arrive au bout, en fait. Et dès qu'il arrive au bout, bah, du coup, il va gagner déjà 30 points. Puis tout ce qu'on aura gagné, c'est-à-dire entre autres les doublons, les différentes mutineries qu'on aura eues nous feront perdre des points. En plus des doublons, on peut avoir des cartes qui nous feront marquer des points. Et c'est une mécanique relativement simple, en tout cas pour ce jeu. Une mécanique de chaînage couplée à une mécanique de draft. Vous allez voir, en fait, chaque joueur, au début du tour, va recevoir 8 cartes. Ces cartes-là, en fait, on va en jouer jusqu'à 5, et à chaque fois, en fait, on va avoir un tour qui est décomposé en deux phases, une phase de préparation, puis une phase, en gros, de navigation. La phase de préparation, elle va se répéter 5 fois, puisqu'en fait, elle consiste, parmi les 8 cartes, au début, d'en récupérer une, de la placer face cachée devant soi, et de passer le reste au voisin de gauche. Donc c'est une draft en fait, hein, tout simplement. On fait ça, et juste avant de récupérer les cartes du voisin, on révèle sa propre carte, qui va nous indiquer différents symboles. Ça peut varier entre 3 et 4 symboles. En général, quand les symboles sont identiques, c'est que 3 symboles, et quand c'est différent, c'est 4 symboles. Je récupère les cartes que mon voisin de droite m'a donné, et je vais continuer à faire un chaînage, comme ça, je joue une carte, je récupère les cartes, jusqu'à avoir joué 5 cartes. Donc quand j'ai joué 5 cartes, en fait, ça me fait une frise. Et les 3 cartes qu'on a ici, on va les mettre dans ce qu'on appelle une cale, en fait, on les pose à côté, on les garde en réserve pour la manche d'après.
Une fois qu'on a fait notre phase de préparation, on passe à la phase de navigation. Et ici, je vous renvoie à ce petit plateau, qui est en fait une aide de jeu, et qui va vous indiquer ce qu'on va activer maintenant dans cette phase de navigation. Donc on va commencer par activer les coffres, puis après le gouvernail, puis après les voiles. On a ici les épices, enfin les marchandises. Ouais, le commerce. Ici le sextant, c'est ce qu'on appelle. Et ici les poissons, qui sont la nourriture en fait. Donc, simultanément, les joueurs vont activer en commençant par le coffre, en sachant que chaque activation se décompose en 2 phases. Vous avez l'activation de nuit et l'activation de jour. L'activation de nuit, en fait, on va regarder, pour que ça marche, en fait, on va regarder quels sont les joueurs, ce qu'on appelle les capitaines, qui ont au moins 5 symboles coffre. Il se trouve que moi, par exemple, je n'en ai pas du tout. Donc comme je n'ai pas au moins 5 coffres, je ne fais pas l'effet de nuit. Mais tous les autres joueurs qui auront au moins 5 coffres feront l'effet de nuit. Et ça marche pour tous les symboles. Pour le symbole de jour, pour prétendre acquérir le bonus de jour, à l'inverse, il faut être majoritaire, donc on peut être plusieurs à égalité à la majorité, mais le ou les joueurs à majorité, dans ce symbole-là, vont avoir cet effet-là. Et à chaque fois, c'est ça. Nuit, c'est au moins 5 symboles. Jour, c'est majoritaire. Je vous fais très rapidement les effets. Ici, on va pouvoir gagner des petits jetons de trésor qui vous font entre 3 et 5 points. On va pouvoir également piocher des petites cartes qui sont ici. Donc ces cartes-là, en fait, quand ils sont sur fond noir, ça ne vous fait pas de points en fin de partie, puisqu'elles s'utilisent immédiatement. Par contre, ça vous fait gagner des doublons et ça a petits effets sur les pirates. J'y reviendrai. Il peut y avoir des effets de tempête, j'y reviendrai. Quand c'est des cartes comme ça, qui rapportent 2 points si vous ne les utilisez pas en fin de partie, ce sont des cartes à fond marron. Elles peuvent vous rapporter des symboles et donc du coup ça permet de mieux comboter, comme je vous disais, pour les majorités ou pour avoir au moins 5 symboles. Mais c'est des cartes que quand vous les utilisez, du coup vous les défaussez et du coup vous n'aurez pas de points à la fin de la partie, sauf si vous les gardez. Le gouvernail vous permet d'avoir des encres qui permettent, en fait, chaque symbole d'encre vous fait avancer d'une case sur la piste, donc c'est important parce qu'au début, vous voyez, tant qu'on n'est pas fait la moitié du chemin, on perd carrément des points. Au début, on commence avec moins 30 points. On va avoir les voiles qui permettent aussi d'avancer, de récupérer des cartes, mais uniquement face visible. On a les marchandises qui permettent notamment de gagner des pièces. On a les sextants qui permettent aussi d'avancer. Et on va avoir les poissons qui nous permettent d'avancer, mais aussi de gagner des doublons. Vous avez un petit rappel autour du gouvernail ici de l'aide de jeu, parce que à partir du moment où on va arriver au comptage des voiles, on va regarder au centre de l'aide de jeu, parce qu'il y a des effets qui s'enclenchent. Notamment, ici vous avez une progression de pirates. Les pirates, ils vont nous pourchasser, et durant la partie, ces pirates-là peuvent avoir une valeur qui augmente jusqu'à 7 maximum, et du coup cette valeur-là, au moment où on va résoudre le nombre de symboles de voile par joueur, donc je rappelle, effet de nuit, effet de jour. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder les pirates. Alors ce qui se passe en fait, c'est que le joueur qui a, on va dire, joué le moins de voiles, les joueurs qui ont joué le moins de voiles, ils vont regarder en fait, vous allez tous regarder le nombre de voiles que vous avez. Et si ce nombre de voiles est supérieur au nombre qui est ici, il ne se passe rien. En revanche, s'il est inférieur, vous allez perdre autant de doublons que la force des pirates. Ça peut piquer. Hein. En l'occurrence, si vous avez qu'une voile, par exemple, c'est des points bruts. Hein. Une voile ou pas de voile, tous les joueurs qui auront une voile ou 2 voiles, vont du coup, une voile ou 0 voile, vont perdre 2 doublons et ensuite ce marqueur-là redescend à 0. Donc toujours à surveiller ça. Ensuite, on a l'effet de la tempête. Alors vous avez ici un jeton de tempête qui est de base sur 0 et on va regarder justement s'il y a un joueur qui n'a pas joué de voile. Si c'est le cas, le joueur qui n'a pas joué de voile va faire avancer, ou les joueurs vont faire avancer le marqueur de une case. Si jamais ce marqueur-là atteint 3, c'est le joueur qui a joué le plus de voiles qui va se prendre une tempête et en fait il va regarder sa frise et la dernière carte il va la retourner face cachée, donc les icônes ne sont plus comptabilisées plus tard. Ça c'est hyper méchant, il y a moyen vraiment de casser les pieds aux autres joueurs quand on arrive à anticiper et dire ah tiens lui il aura pas de voile ou du coup justement il va en jouer beaucoup, moi je vais pas en jouer, comme ça il va se prendre la tempête. Ça c'est hyper malin. On a des effets comme ça qui s'enclenchent à la fin d'une action. Par exemple, à la fin des marchandises, on va également pouvoir gagner un doublon par marchandise qu'on a devant soi. Donc on est toujours gagnant un petit peu quand on joue de la marchandise. Ici, sur le sextant, chaque joueur qui aura joué au moins un sextant devra donner un doublon à celui qui en a le plus. Donc ça, c'est aussi très méchant. Et enfin, la mutinerie. Donc je vous disais, on peut perdre des points quand on chope des jetons de mutinerie. La mutinerie, si vous avez dans vos symboles, comme moi par exemple, moins de 3 poissons, malheureusement, vous ne nourrissez pas votre équipage, il est énervé, et du coup, vous prenez moins 4 points de mutinerie. J'ai vraiment expliqué quasiment tout le jeu, si ce n'est que je vous laisserai découvrir éventuellement les effets qui sont assez évidents. Il y a pas mal de choses sur les cartes également à découvrir. Il y a pas mal de choses à comprendre, notamment, il n'y a pas de rappel sur le nuit et jour, sur le fait que pour activer un effet de nuit, il faut au moins 5 symboles, et sur l'effet de jour, il faut être majoritaire, mais moi, je vous l'explique maintenant naturellement, parce qu'en ayant fait une partie, en fait, tout coule de source après. Donc c'est... En soi, sur le plateau, il n'y a pas beaucoup de rappels, mais parce qu'en final, il n'y a pas beaucoup de règles. Vous avez une phase de draft, une phase de résolution. Une fois qu'on a tous résolu nos cartes, du coup, en fait, on les défausse. On recomplète notre main pour avoir 8. Donc en fait, on pioche 5 cartes plus les 3 qu'on avait gardées à la manche précédente. Dès qu'un joueur atteint 30,
On compte les points, donc les points c'est les doublons, c'est les cartes que vous n'avez pas utilisées, et c'est les points d'avancée, les doublons, les cartes, j'ai tout dit. Voilà, donc c'est très très fluide, c'est méga simple. Ce jeu n'est pas distribué partout, parce que ce jeu est autoproduit, auto-édité, et du coup cette boîte-là, Jean-Louis Roubira est venu, et du coup nous a expliqué le jeu, et du coup nous a déposé des boîtes, donc vous pouvez le trouver à la boutique, mais vous pouvez très certainement le trouver à Toulouse, je pense, parce qu'il a dû passer à Toulouse, et dans d'autres régions comme ça, proches de l'Aquitaine. En tout cas, dans le sud de la France, vous êtes sûr de le trouver. Peut-être qu'il est remonté un peu vers l'ouest. Alors là, je ne saurais pas dire. En tout cas, nous, on a quelques boîtes. Mais nous, en tout cas, je vous affirme qu'on a quelques boîtes et qu'on est très content de pouvoir présenter ce jeu, de pouvoir le proposer à la boutique. Je pense qu'on va enchaîner avec autre chose. Hello, salut à tous. Donc oui, je suis toujours là, contrairement à ce que l'intro de cette vidéo laissait penser. Apparemment, ils m'ont trouvé une utilité. Jusqu'ici. T'es toujours soldé par Apparemment, je suis toujours à 50%. C'est là, encore là, mais par pure flemme. Hein. Serais-tu à 50% de tes capacités? Ouais, complètement. C'est bientôt les vacances. La semaine prochaine, je ne serai plus là pendant quelques semaines. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Ça va me faire un bien fou. En attendant, continuons avec Vindication, un gros jeu, comme vous le voyez, de Mark Neidlinger. Ici, il y a marqué une aventure ludique pour 2 à 5 joueurs. C'est pas pour rien parce qu'il y a une grosse thématique aventure, même thématique jeu de rôle en fait presque, hein, puisqu'on va incarner un personnage qui va vivre des aventures, qui va explorer des lieux, qui va rencontrer des monstres, qui va recruter des personnages, des compagnons, dompter des créatures, bref, tout ce qu'on pourrait voir dans un jeu de rôle, à part que c'est bel et bien un jeu de plateau et un jeu de gestion avec une petite partie exploration quand même. On est sur du gros ovni, on est sur un jeu distribué par Lucky Duck en France, c'est un jeu issu d'un gros crowdfunding. Et ce qui est sympa, c'est que la version retail, la version boutique, bénéficie quand même de certaines choses qui ont été débloquées durant la campagne de crowdfunding. Je vais vous expliquer le jeu de base, vraiment le jeu de base dans les grandes lignes. Je ne rentrerai pas du tout dans les détails de ce qu'on peut trouver en plus, puisqu'en fait il y a tout un tas de modules d'extensions, donc tout un tas de petites extensions qu'on peut mettre à l'unité ou qu'on peut mixer et qui vont complètement changer l'expérience de jeu. Et ça, je vous laisse le découvrir très honnêtement parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc ici on voit, c'est un jeu pour 2 à 5 personnes, c'est un jeu pour 15 à 30 minutes par joueur, donc sachant qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, ça peut quand même bien chiffrer en termes de temps, et c'est du expert, donc 14 ans et plus. Nous allons avoir un grand plateau central comme ceci, qui est découpé en petites régions sur laquelle on va pouvoir poser des tuiles hexagonales, ce sont les lieux qu'on va découvrir, et du coup entre ces tuiles hexagonales il va y avoir des petits triangles, c'est là où on va pouvoir déplacer nos personnages, entre les fameux lieux. On va avoir chacun un plateau individuel, dans lequel on va pouvoir trouver des zones, dans lesquelles on va pouvoir mettre nos petits cubes. Ces cubes de ressources, ça représente un petit peu les caractéristiques de votre personnage, un peu comme sur une feuille de personnage de jeu de rôle. On peut le voir en haut à droite ici. La couleur correspond à un type de caractéristique. On va avoir en jaune l'inspiration, en bleu le savoir, en rouge la force, etc. Et puis à côté de ce plateau individuel, on va pouvoir aussi placer des cartes que l'on va récupérer. Vous voyez ici on peut recruter des compagnons, on va pouvoir obtenir de nouveaux traits de caractère, on va pouvoir rencontrer des monstres qu'il faudra vaincre, qui vous feront des points de victoire en fin de partie selon certains critères, et chaque fois ces cartes elles vont être liées à un de nos aspects en fait, c'est logique. Que va-t-on faire? Eh bien on va donc se déplacer sur ce plateau, on va pouvoir explorer, donc faire apparaître de nouveaux lieux. Ces lieux, ils vont nous permettre de les déclencher, de faire des actions. En fait, tout simplement, chaque lieu va offrir une action en général. Ça va être de transformer des ressources en d'autres ressources avec plus ou moins de gains. Donc, par exemple, on vous dit, vous allez dépenser, j'en sais rien moi, de la force et du savoir, et vous allez gagner tout un tas d'inspiration ou de courage. Et donc, vous allez faire votre petit mix comme ceci. Et parmi les actions, il y a aussi des actions, bien sûr, qui vont permettre de dépenser ces ressources pour aller récupérer les fameuses cartes. La fin de partie va se déclencher selon des conditions qui ont été tirées au hasard en début de partie. Et ce que je trouve intéressant et original, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va progresser dans la partie, il va y avoir de nouvelles conditions de fin de partie qui vont apparaître petit à petit, ce qui va faire que peu importe la direction que prend la partie, il y a un moment où elle va mettre fin d'elle-même en fait, tout simplement. On va tirer la carte, on va se dire voilà, c'est bon. Il y avait jusqu'ici 3 conditions de fin de partie qui n'étaient pas atteintes, mais la 4e fait que tac, on termine, et donc on va compter nos points, et alors là ça va être un petit peu la soupe aux points, mais dans l'ensemble vous allez gagner des points avec des majorités sur les cubes, et vous allez gagner des points avec les cartes que vous allez récupérer. Voilà donc pour Vindication.
Je pense que ça vous donne un bon aperçu vraiment du jeu en général, mais comme je vous l'ai dit en introduction, les modules vont faire qu'il va y avoir énormément de variations autour de ces règles de base. Voilà donc ce gros morceau qui est Vindication, puis vous voyez, il y a du matériel en plus, bref. On bénéficie vraiment de la campagne de crowdfunding. Hop, pour ceux qui avaient voulu le jeu, qui en ont entendu parler mais qui sont passés à côté, bah, c'est quand même une belle opportunité. On va continuer jusqu'ici avec Biotop. Biotop, un jeu de Sébastien Castino, illustré par Alizé Favier, un jeu Paladis Games. C'est un jeu donc à partir de 12 ans pour 1 à 5 personnes, il y a un mode solo pour 30 minutes par personne environ. On est dans une thématique nature, c'est un petit peu la mode, c'est pas grave, moi j'aime bien, au contraire. Hop là, c'est vraiment joliment illustré, que ça soit les illustrations des animaux, que le plateau en lui-même. Donc il y a quand même une ergonomie qui est présente et qui est vraiment bien pensée, je trouve. C'est un jeu fabriqué en France, ça il faut le dire, c'est vraiment super important. Alors, ça a eu un impact sur le prix, forcément, vous vous en doutez. Oui, bien sûr. Mais pour moi, un jeu fabriqué en France, c'est toujours un véritable... Je trouve ça chouette quand même que même pour une boîte qui est quand même assez volumineuse, elle ne le soit pas tant que ça. Parce qu'au moins elle rentre dans l'étagère. Parce que des fois tu as des boîtes, ça dégueule et ça tient pas. Ouais. Là c'est cool, parce que tu as une boîte qui est complète. Ah oui, il y a du matos dedans. Il y a vraiment un bal de matos, mais la boîte n'est pas si grosse que ça. Ça me fait penser un peu à Parks, tu vois. Ouais, mais il y a de ça, il y a vraiment de ça, ouais, complètement. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a du sac, du petit sachet en tissu, alors il y a tout un tas de cartes, il y a du cube, mais à foison. Ouais. Là, il y a un petit plateau, mais c'est un plateau modulaire, donc sur un nombre de joueurs, il peut être beaucoup plus grand. Enfin, il y a vraiment du matos. Que va-t-on faire dans Biotop? Alors, c'est le genre de jeu où il y a tout un tas de petites mécaniques que l'on connaît, si on est habitué aux jeux de société modernes, mais qui sont imbriquées en elles, les unes avec les autres, d'une manière assez originale, et c'est vraiment ce genre de jeu où le moindre curseur que vous bougez, la moindre décision que vous prenez, va avoir un impact sur tout le reste, sur toute votre stratégie, et celle des autres joueurs. En gros, nous allons avoir un plateau central comme ceci, donc comme je vous l'ai dit, qui est modulaire, donc d'une partie sur l'autre, il n'aura pas forcément la même tête, selon le nombre de joueurs, etc. On n'aura pas la même position de départ sur ce plateau, on va aller, c'est l'un des buts du jeu pour faire des points, poser nos petits jetons d'espèces en fait, parce qu'on va créer un écosystème tout simplement, et on va essayer de s'abroger les plus grandes parties possibles du plateau. On va essayer de ne pas morceler nos différents groupes de jetons, on va essayer d'avoir le plus d'unités possible. Il y a un petit côté conquête de territoire, puisque on va pouvoir se bagarrer un petit peu. Alors c'est pas du je te rentre dedans et il y a tout le monde qui meurt, non, on est plutôt sur une mécanique un petit peu de combat à la Small World, on va se repousser. Ok, d'accord. J'arrive dans cette zone, je te repousse dans une autre zone, et ça peut quand même faire des dégâts, l'air de rien. On va avoir un plateau individuel comme ceci à côté duquel on va aller mettre nos cartes. Alors au début vous avez des types de terrain et ensuite vous allez mettre des animaux à la suite. Et ici aussi, vous allez faire du scoring. Pourquoi? Parce qu'en début de partie, on va tirer ici, sur ce plateau commun également, des types de terrain, on va tirer des animaux, on va tirer des couleurs de cartes, et vous allez marquer des points en essayant de maximiser tous ces éléments-là. Donc là aussi, ça va apporter de la rejouabilité. Et donc il y a vraiment un côté construction de plateau, puisque les cartes que vous allez récupérer vont vous faire marquer plus ou moins de points selon le type de carte en question. Mais ces cartes, c'est également votre moteur de jeu, moteur de ressources, moteur d'action. Donc vous voyez, tout est imbriqué. Dès qu'on touche quelque chose, ça va avoir un impact sur le reste du jeu. Et finalement, je trouve que c'est très thématique, avec ce côté d'écosystème comme ceci. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vais vous donner les grandes actions qu'il est possible de faire. Donc c'est assez simple, au début de votre tour, vous allez récupérer des cubes dans votre sac. Il peut y avoir des cubes de différentes couleurs. En fait, les cubes n'appartiennent pas à un joueur. Il n'y a pas le joueur qui va avoir les cubes verts, le joueur qui va avoir les cubes jaunes. Non, à mon tour, je vais récupérer des cubes et ils peuvent être de différentes couleurs. On va les poser sur nos terrains et ensuite on pourra les dépenser pour faire des choses. Alors, je me fais aider du dos de la boîte parce qu'il y a quand même quelques actions et je ne les ai pas mémorisées. Mais en gros, vous allez pouvoir, en dépensant des cubes, il y a toujours cette idée de dépenser, déplacer des cubes, faire de l'évolution. Évolution, vous allez récupérer des cartes. Vous allez faire j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'adaptation qui est d'aller mettre de nouvelles cartes d'animaux. Oui. Vous allez avoir évidemment colonisation. Colonisation, c'est comme ça que vous allez vous déplacer. Sur le plateau, oui. Exactement. Vous allez pouvoir, faire de la compétition. C'est comme ça qu'on arrive, on se déplace d'une case et on repousse les adversaires. Vous allez pouvoir faire de la migration. Tac, je dépasse un jeton et je vais vraiment me déplacer loin. Alors ça vous morcelle un petit peu, mais en même temps ça permet peut-être d'obtenir des zones du plateau qui seraient intéressantes, sachant que les zones du plateau elles correspondent à des types de terrain, comme vous voyez, il y a des plaines, il y a des forêts, etc. Et ça, suivant comment vous êtes positionné, ça va être très important. Donc ça, à vous de faire le calcul des points, et vous allez pouvoir également déplacer des cubes qui sont sur vos types de terrain vers les animaux, parce qu'en fait les cubes sur vos animaux, c'est votre population d'animaux.
Et en fait, une carte, j'en sais rien, on vous demande ici d'avoir des petits rongeurs, mais une carte de rongeur, si elle n'a pas de population en fin de partie, elle ne compte pas, donc il faudra avoir de la population dessus. Et évidemment, autre action qu'il sera possible de faire, ça va être de les faire se reproduire. Et donc si j'ai déjà au moins 2 cubes, pim, c'est parfait, on va pouvoir faire des bébés, on va rajouter des cubes qui pourront être dépensés, donc en baissant un petit peu votre population, mais pour faire des actions, vous l'avez compris. Voilà donc le biotope. Là, je vous en parle comme si j'y avais joué, je n'y ai pas joué. Je pense que la vidéo, alors peut-être pas la semaine prochaine, parce que je serai en vacances, vous l'avez compris, mais si j'avais été là, sûrement qu'on aurait fait une démo, peut-être que vous allez le faire, j'en sais rien, le mettre en démonstration, parce que le matériel est vraiment joli, il est vraiment foisonnant, mais surtout j'ai envie d'y jouer. Voilà. Tu m'as donné aussi envie d'y jouer, je me suis dit peut-être que je pourrais y jouer à Parthenay, et c'est là où je vais rebondir sur le fait que, vu que je serai à Parthenay avec Alice et Jeff la semaine prochaine, il risque de ne pas y avoir de vidéo du vendredi. Mais c'est vrai ça. Du coup, je suis en train de penser à ça maintenant. On va quelque chose peut-être. Alors, on se croise sur Parthenay le vendredi. On risque de se croiser, donc si vous êtes sur Parthenay, alors ça va dépendre quand, mais nous, si vous êtes à Parthenay, en tout cas, moi j'y serai du 12 au 14, avec Alice aussi, avec Jeff. Après, c'est Antoine qui prend la relève. Puis après, il y a Fanny. Donc, vous allez croiser des gens de Bordeaux. Il va y avoir des cartes. Ça, je peux y jouer à Parthenay. J'y jouerai volontiers. Ouais, parce que carrément. Ça me chauffe de fou. C'est sûr que moi, si je vois une table, je me greffe dessus. Très certainement. Voilà. Par contre, du coup, suivez l'Instagram parce que je pense que si Alice sera à Parthenay, elle va faire plein de photos, elle va vous donner envie, vous allez vouloir venir et on va se voir. On peut lui faire confiance pour ça. On passe à Biomos. Oui. En termes de thématique, on n'est pas en train de faire un grand écart, puisque nous restons sur une thématique où nous allons créer, alors là il ne s'agit pas d'un simple écosystème, là j'ai touché à mon 50%, ça fait un bruit de feuille, là il s'agit de construire une planète, mesdames et messieurs, quand même, ça déconne pas. Ouais. Donc ici il n'y a pas question d'animaux, de faune, de fleurs, etc. Non, pas du tout, à part qu'il y a quand même un chat sur la boîte. Voilà. C'est important de le signaler. Je le dis parce que bon, c'est subverti, je crois qu'ils aiment bien les chats, moi j'aime bien les chats, je suis content, c'est un jeu de Grisha Germain et Baptiste Pérez. Attention à ne pas confondre avec Baptiste Derez, ce n'est pas la même personne. Pour 1 à 4 personnes, oui, il y a un mode solo pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. J'ai pas parlé du mode solo dans Biotope juste avant parce que je ne me suis pas renseigné dessus et je ne veux pas vous dire de bêtises. Ici, le mode solo, je pense qu'il a du sens parce qu'il y a clairement un côté un peu puzzle game et donc pourquoi pas. Comment est-ce que ça se joue ? Eh bien, on va tous avoir un plateau individuel. Comme ceci, c'est notre planète. Sur cette planète, on va aller mettre comme ceci des biomes, donc des types de terrain, de la forêt, de la neige, du désert, etc., etc. On va pas faire ça n'importe comment. En fait, on va toujours avoir en début de manche comme ceci 5 jetons qui ont été tirés au hasard de ce petit sachet. Hop là. Chacun de tour va en récupérer un. Donc ça tombe bien, moi je suis joueur 1, j'ai un peu du choix. Je vais décider de prendre, hop là, celui-ci. Et puis les autres joueurs vont se servir, hop, ça revient à moi, je prends celui-ci, hop. Ce que je peux faire également à mon tour, et ça c'est une action optionnelle, c'est de valider un objectif. Oui, parce que c'est le but du jeu, on ne les place pas n'importe comment, on va essayer de valider des objectifs, ce sont des objectifs dynamiques. Regardez ici, j'ai rempli cet objectif, et bien je vais prendre la carte, elle me fera gagner 3 points en fin de partie, et désormais, tac, on va tirer une nouvelle carte. Il y a un côté opportuniste, il y a un véritable côté calculatoire, attention. Ici donc, ça me dit qu'il me faut avoir 2 déserts côte à côte. Ces déserts, ils sont posés comme ceci. Alors ici, pour l'instant, il y a 2 jetons, il n'y a pas vraiment, la question ne se pose pas. Mais après, le positionnement va devenir très important puisqu'on ne pourra plus changer, en tout cas, on ne pourra pas bouger un jeton en le sortant du plateau, mais on pourra tout faire glisser, décaler, intercaler. Quand on a vidé, hop là, c'est assez simple, la personne qui n'a pas trop eu le choix, hop là, va en tirer 5 à nouveau, puis elle aura un peu plus de choix, et puis on va faire comme ça jusqu'à qu'on remplisse entièrement nos planètes. Et donc là, je vais essayer d'intercaler des choses. On voit par exemple que ici, si j'alterne glace, désert, glace, eh bien je vais pouvoir récupérer ce 5 points, donc je sais pas, je vais peut-être essayer de mettre ma glace ici. Parce que si j'arrive à en mettre une ici, je vais pouvoir faire cet objectif dynamique. Il y a les petits objectifs ici, il y a les gros objectifs ici qui eux sont moins dynamiques, parce qu'en fait à partir du moment où il y en a un qui est pris, il n'est pas remplacé, ils valent toujours 10 points. Vous voyez, ils sont nettement plus complexes à faire, et là c'est malin, vous voyez, il y en a un qui alterne, qui me dit désert, n'importe quoi, désert, n'importe quoi, désert, n'importe quoi. Là je suis bien parti, à part que peut-être qu'entre temps, il y a une carte qui me dira que si ici en fait je mets 2 glaces et que ça fait désert, glace, glace, désert, ça fait 7 points, je me dirais bon ok, je vais peut-être sacrifier ça, mais parce que je récupère mes 7 points ici. Bref, on est dans des dilemmes constants, c'est hyper plaisant d'aller mettre ces petits trucs comme ça et de les faire décaler, et puis vous revoyez constamment vos plans en fait, ok alors ici j'aurais pu gagner ça mais c'est pas grave en fait, je vais plutôt faire ça parce que c'est éligible à plus de points si lui je viens le mettre ici parce que finalement je rebondis pour avoir mes 10 points ici, vous voyez, je me remets dans la configuration où je fais désert, autre chose, etc. C'est vraiment très plaisant. Il y a un autre petit coup qui est sympa, c'est que vous avez un emplacement ici pour votre lune. Si je le fais hop là,
Je mets donc une lune qui est liée à l'élément, enfin au biome donc du désert. Chaque jeton de désert en fin de partie dans ma planète me fera gagner 3 points. Et en plus au moment où je fais ça, vous voyez, il y a une espèce de petite flèche, ça me dit que j'ai le droit de décoller un élément et de le reposer ailleurs, ce qui est quand même assez puissant. Oui. Rien que ce mode de jeu là, C'est trop bien. il est vraiment déjà hyper plaisant. Je trouve hyper ça plaisant. trop bien comme ça de faire glisser. Le matos c'est simple comme tout, mais Oui. c'est une évidence en Les fait. illustrations sont très très belles. Les illustrations sont Vraiment. franchement Je trouve sympas. ça très joli. Il y a un côté un peu nature morte en fait, hein, Oui. Mais voilà, c'est zen. Mais on s'est dit, au bout de 2 parties, bon bah on a un peu fait le tour du truc. Ça a beau être plaisant, notre cœur de stratège, à toi Oui, et moi oui. Alex, On se dit, mais s'ennuie un petit peu. est-ce qu'il y aurait pas Mais là c'est là où c'est un absolument moyen de génial. pimenter les choses. C'est qu'en fait vous retournez Ah. le plateau et là vous passez en mode expert. Mode expert, vous allez avoir différentes planètes parce qu'en temps normal on a tous la même. Oui. Et bien en fait là on va avoir des planètes différentes. Alors je les avais préparées, on a dû les ranger en préparant la vidéo. Il y a la planète de glace ici, mais il va évidemment y avoir la planète De lave, Mustapha. de lave. Bien sûr. Il va y avoir la planète Dune. Arrakis, monsieur. Tatooine. La planète désert ou Tatooine, Camino. c'est toi qui vois. Bon voilà. Donc là, les geeks, évidemment, en folie. Bref, elles sont plus complexes à jouer. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez qu'il y a un peu plus d'emplacement. Ici, on va pouvoir mettre des biomes, mais ils vont rester fixes. On va toujours pouvoir faire la lune, ça bouge pas. Elles vont avoir un scoring fin de partie. Donc ici, pour chaque glace et chaque prairie, forêt, ce que vous voulez, zone verdoyante, ça vous fait gagner 1 point aussi. Ça va pas être pareil sur les autres planètes. Donc on va un peu plus déjà regarder ce que font les autres. On va être un peu moins opportuniste, un peu plus dans le calcul. Oui. Et en plus de ça, il y a un effet qui vous permet de transformer des biomes en Bien sûr. d'autres biomes si vous arrivez à les poser de la manière qui est indiquée ici. C'est cohérent à chaque fois. en fait. Ouah, c'est vraiment fort, ça devient un gros casse-tête. Et là, en fait, on casse beaucoup plus le hasard, le côté opportuniste de ce plateau-là, Oui. qui était déjà un plaisir à jouer, je Ah trouve. oui, oui, très cool. Et là, c'est trop fort. Ça, c'est vraiment trop fort. Donc, vous le sentez un peu dans ma voix et dans ce que je suis en train de vous dire. Biomos, pour moi, il est à 2 doigts de récupérer le petit coup de cœur de Antoine, ou ce sera le petit coup de cœur de Alex, je sais pas, parce qu'on est tous les deux bien chauds dessus. C'est une véritable très bonne surprise. Je voulais absolument y jouer à Alchimie du jeu. On n'avait pas eu le temps. Oui. Frustration. Et on a reçu une boîte. Et trop cool. Trop cool. Voilà donc Biomos qui vous attend. Et je vais passer la main. Et allez, on continue, on enchaîne avec hop, Books of Time, un jeu de Philippe Glowacz. Je sais pas comment on dit. C'est un mode solo développé par David Turkzy. Vous connaissez certainement pour Anachronie, Tawatinsuyu, Tiwatu Koyoto, je sais plus comment ça s'appelle. Tous ces jeux en T là. C'est Tawakiku Toyoso. Ah, Teotihuacan, ouais, ça je sais. D'accord. Bon, ça c'est lui. En tout cas, il a fait le mode solo de ce jeu-là. Ici, là, c'est plutôt Des Philippe jeux plutôt Glowacz. techniques en général. Ouais. Quand même. Donc là, c'est Philippe Glowacz qui fait du coup ce jeu. Books of Time qui est une édition, mais alors absolument léchée à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Books of Time, vous allez rédiger des livres. Vous en avez 3 devant vous. Et ces petits livres, c'est comme des petits livres de classeurs. Là, vous avez des petits classeurs à anneaux. Et donc chaque joueur va en avoir 3 devant soi. C'est un jeu dans lequel on va essayer de rédiger des pages pour gagner des points de victoire et surtout essayer de progresser sur cette petite piste. Vous en avez 3 différentes qui correspondent aux 3 couleurs de vos livres. Durant la partie, vous allez pouvoir lire vos livres et les fermer pour les relire de nouveau, entre guillemets. Tout ça va vous permettre d'activer, gagner des ressources, des pages, des dossiers, de l'encre. Tout ça pour récupérer des pages, et tout ça pour monter sur la piste qui vous permettra de réaliser entre autres des objectifs si vous remplissez les conditions pour marquer des points. La partie prendra fin lorsque ce livret-là, qui est une sorte en fait de contour, mais aussi un moyen de faire une action optionnelle grâce à ce qui est indiqué sur les pages, et comme les pages vont changer à chaque tour, il y aura toujours de nouveaux événements à chaque fois. À chaque tour, vous allez pouvoir faire une action parmi 6 à peu près, sachant qu'il y a une action qui va se faire automatiquement, mais vous avez le choix de faire si vous voulez, si elle ne peut pas se faire automatiquement. J'y reviendrai. Une action principale, déjà, ça va être de récupérer des cartes dans la rivière de cartes. Quand vous récupérez des cartes dans la rivière de cartes, une ou plusieurs, vous allez du coup décaler votre ligne devant vous de façon à acquérir de nouvelles cartes. L'intérêt de ça, c'est que les cartes, du coup, le plus à droite possible, seront moins coûteuses à les rédiger. Souvent, plus elles sont à gauche, plus elles sont coûteuses en coût, en ressources, plus elles sont à droite, moins elles sont coûteuses. Du moins en termes de rareté de ressources. Ensuite, vous avez une autre action qui permet de rédiger des pages. Donc les pages, forcément, vous voyez, elles sont associées à des couleurs, donc elles vont dans les livres qui correspondent à leurs couleurs. Ensuite, quand vous avez rédigé une page, vous activez un cartouche, comme on dit, sur la carte en question que vous avez rédigée. Donc vous avez des effets comme ça à combo qui peuvent s'enclencher. Lorsque vous allez aussi, durant votre tour, vous allez avoir la possibilité notamment de lire votre livre, et c'est en fait la possibilité d'activer en fait la totalité des pages, mais vous pouvez utiliser un marque-page pour vous arrêter à un moment précis, donc pas tout fermer comme livre, ou alors entièrement lire votre livre pour repartir au début. L'intérêt, c'est que toutes les cartes que vous aurez passées dans votre livre vont s'activer. Donc ça, c'est hyper malin, parce qu'en fait, vous fermez votre livre une fois qu'il est bien rempli, pour pouvoir comboter, gagner plein de ressources, réécrire des pages, et ce faisant,
vous allez monter sur cette piste qui vous permet, on va dire, d'augmenter du coup et de gagner des bonus conséquents, mais surtout de refuser des objectifs pas très intéressants pour gagner des objectifs intéressants, pour upgrader, améliorer vos objectifs. Un peu ce côté qu'il y avait dans Kanagawa, c'est de refuser un objectif faible pour atteindre un plus gros. Yes. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit dans les grandes lignes. Je ne suis pas rentré trop dans le détail de la gestion de ressources, qui est en fait de l'encre, des papiers et des dossiers que vous allez dépenser pour justement rédiger certaines pages. Certaines pages vont avoir des icônes en haut à droite. On le voit sur les cartes en haut à droite, là il y a différentes icônes. Ça peut jouer dans le scoring, ça peut jouer notamment sur les objectifs qui vous demanderont d'avoir dans votre livre des symboles différents, des symboles identiques, une suite de symboles bien précis pour justement valider les objectifs. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça dans Book of Time. J'aurais aimé avoir une boîte ouverte. C'est une très grosse boîte. On vous a présenté beaucoup de jeux sur lesquels c'est marqué 1-4, 1-5. Alors, les modes solo ici, je ne les ai pas vus. Je pense que c'est un jeu qui fonctionne très bien en solo parce que de base, on pourrait peut-être lui reprocher son manque d'interaction entre les joueurs parce qu'à part le marché, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. C'est souvent des jeux qui marchent bien en solo. Les pistes aussi sur la progression peuvent avoir un impact. Mais en soi, je pense que c'est un jeu qui peut aussi très bien marcher en solo. Et s'il a été développé en plus par David Turczi, ça risque d'être un très très bon mode solo. Mais je m'y attarde pas plus, je vous laisserai découvrir Book of Time. Un autre jeu que moi j'ai pu jouer en avant-première sur sa version Kickstarter, parce que des fois on connaît des gens qui ont des versions Kickstarter et on en profite, d'une pierre deux coups pour pouvoir jouer à des super jeux. Ça, Darwin's Journey, si vous ne connaissez pas, pour moi ça, c'est obligé que ce soit nommé au moins au Diamant d'Or. Ok. J'espère, parce que c'est un super jeu expert, parce qu'il a cette fluidité de jeu. Et il y a tellement de choses, c'est un truc où il y a un plateau avec découpé en plein de zones. Mais toutes les zones en fait sont reliées entre elles et on reste dans une thématique de Darwin. Ça n'a rien à voir avec Sur les traces de Darwin, c'est pas du tout la même cible. On est sur un jeu dans lequel on va explorer, donc ça c'est une première partie du plateau, explorer différentes zones, différents pays sur lesquels il va y avoir justement des... Donc au début il y a notre bateau qui avance et quand notre bateau il a dépassé l'île, on pourra y déposer des explorateurs qui eux vont voyager dans l'île et découvrir des espèces. Ces espèces-là, elles vont rejoindre, je sais pas, une sorte d'études qui permettront de créer des encyclopédies et donc du coup de vous faire des points. En fait, l'idée c'est d'aller explorer, donc avec votre bateau, de déposer des explorateurs pour que eux trouvent des espèces. Les espèces vont vous créer de la renommée et la renommée est un multiplicateur de points, entre autres parce qu'il y a d'autres manières de marquer des points. Darwin's Journey, c'est un jeu donc compétitif, à partir de 14 ans, forcément c'est un jeu expert, de 1 à 4 joueurs, oui il y a un mode solo, et c'est à peu près 30 à 40 minutes par joueur, donc ça va être assez costaud. Vous avez un plateau principal qui est divisé en plein de petites parties, vous avez une zone de placement d'ouvriers, vous allez voir il y a une mécanique dessus que j'adore, je vous l'expliquerai après. Vous avez une zone sur laquelle on va poser des fossiles, donc on aura répertorié par très joli les fossiles. Oui, et on va avoir en fait ici une zone d'exploration, comme je disais avec les bateaux qui avancent et les explorateurs qui vont avancer. On a un plateau personnel qui va nous répertorier déjà nos ouvriers et surtout leurs spécialités. C'est ça qui est top dans ce jeu, c'est qu'au début, il y a de la symétrie totale. On va drafter des cartes d'explorateurs. Ces explorateurs-là, ils ont des conditions pour être améliorés, pour être utilisés par leur pouvoir. Pour ça, il leur faut des cachets, il leur faut des sortes de tampons qui prouvent qu'ils sont bien scientifiques dans tel domaine. Okay. Les domaines sont représentés par des couleurs, donc il y a jaune, rouge, vert et bleu, qui correspondent à des actions en fait. Vos ouvriers, plus ils sont spécialisés dans un domaine, plus ils auront accès à des actions très importantes. Je m'explique. En fait, les couleurs de cachet, donc jaune, rouge, bleu et vert, renvoient aux 4 actions que vous avez le droit de faire quand vous posez vos ouvriers. Donc en fait, le tour dure jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses ouvriers. Les ouvriers, au début, on en a 4. On en a un qui ne peut pas s'améliorer, mais qui est un joker, qu'on peut mettre absolument partout. Mais il ne peut pas être amélioré. Les autres pourront être améliorés, on peut se spécialiser, ou au contraire leur donner plus de possibilités. Si je place mon ouvrier sur un emplacement vert, ça permet d'explorer. Donc pour ça, il faut que j'ai un personnage sur une île, et du coup, je vais le faire avancer d'un certain nombre de cases. Plus il est expert, plus il va avancer. Et du coup, en avançant, il va arriver sur une case, ça va enclencher des effets. Je ne rentre pas dans le détail des effets, ils sont beaucoup trop longs. Mais eux, en tout cas, les explorateurs, c'est pour l'action verte. L'action bleue permet justement de déplacer son bateau. C'est important parce que à la fin d'une manche, il y a un bateau qui vous suit derrière. Si jamais il est devant vous, vous risquez de perdre des points ou du moins de ne pas en gagner. Si vous êtes devant, vous avez le droit de concourir à une condition de scoring propre à des tuiles qui sont révélées en début de partie. Je passe. Vous avez l'emplacement jaune qui permet en fait de faire des envois
comment on peut appeler ça, des revues, des rapports, entre guillemets, sur ce que vous avez vu. Donc ça, en fait, c'est une sorte de majorité. Vous posez des timbres à vous. Plus vous posez de timbres qui viennent de vos plateaux personnels, plus vous débloquez des bonus, déjà. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus de ça, à la fin d'une manche, c'est une majorité. Si vous êtes majoritaire ici, vous gagnez le bonus. Si vous êtes minoritaire, vous gagnez le deuxième bonus. Si vous êtes troisième, vous ne gagnez rien du tout. Vous avez le sum, comme on dit. L'autre action, qui va être l'action rouge, ça permet d'étudier. Et du coup, vous envoyez un étudiant, un spécialiste, pour qu'il achète en fait des tampons de différentes couleurs. C'est des lots en fait que vous achetez. Plus ils sont hauts, moins ils sont chers, mais souvent ils sont moins intéressants parce que c'est ceux qui sont délaissés des manches suivantes qui montent. Soit du coup vous achetez plus bas pour aller récupérer des trucs plus intéressants. Ça permet de récupérer des petits jetons qui vont justement vous permettre de spécialiser vos ouvriers. Je sais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que votre plateau personnel peut se développer grâce à des tuiles d'objectifs qui sont argent et or et qui vont se placer à différents endroits, qui vont vous permettre de marquer des points de victoire, d'optimiser encore plus vos actions. Et donc je reviens à cette grosse mécanique que moi j'ai adorée, qui va déplaire aux joueurs, on va dire, qui n'aiment pas l'opportunisme. C'est très thématique pour le coup, parce qu'en fait vos actions, comme je disais, dans l'emplacement vert, bleu, rouge et jaune, il y a des emplacements qui sont libres, il y en a d'autres qui ne sont pas encore déverrouillés, et vous avez un ouvrier qui peut déverrouiller cette action-là, donc c'est vous en fait qui allez payer pour déverrouiller une zone, sauf que du coup quand vous la déverrouillez, déjà vous appliquez directement l'action, mais plus tard, les autres joueurs pourront s'y poser. Donc déjà vous avez payé de votre poche quelque chose qui coûte très cher, et en plus ça offre une action aux autres joueurs. Le truc c'est que si un joueur se pose dans un endroit que vous avez vous-même débloqué, chaque joueur qui s'y pose vous donnera une pièce en compensation. Bien sûr. Donc c'est très cool ce genre d'action, parce qu'en fait il y a un moment très intéressant, vous allez vous dire, ok, là, il faut que je paye. Pourquoi ? Parce que lui, il en aura besoin. Lui aussi, moi, je vais payer 5 ou 6 pièces pour débloquer cette zone. Déjà, je vais l'appliquer immédiatement. Donc, ça va me faire avancer, mettons, dans l'exploration, qui me fera gagner des points, etc., qui me fera des découvertes dont j'ai besoin. Et ensuite, les autres joueurs en auront besoin. Et donc, du coup, ils vont se placer dessus et ils vont me faire gagner de l'argent. Donc, au fur et à mesure, au début, on cache beaucoup d'argent pour débloquer une action intéressante. Et au final, elle devient rentable parce que les autres joueurs vont en profiter. Je ne vais pas m'étendre plus sur Darwin's Journey, même si j'aimerais beaucoup vous en dire, beaucoup plus que ce que je viens de dire. Mais c'est un jeu au final qui est très simple dans sa mécanique, qui n'a pas forcément, comme on dit, inventé l'eau tiède, mais qui a des petits twists qui sont assez originaux. Et comme je vous disais, une espèce de tableau en fait où on marque des points à droite à gauche, au final se combote parfaitement. J'adore les mécaniques aussi de spécialisation d'ouvriers. Là on fait vraiment ce qu'on veut. Et des fois on peut totalement partir dans une zone et on se dit, moi je vais faire full exploration. Et on se rend compte que les autres joueurs vont faire d'autres points à d'autres endroits et que c'est aussi pertinent. Parfois on essaie de faire un peu de tout. C'est très chouette. Vraiment, je trouve ce jeu qui n'a quasiment aucun défaut en fait. Je trouve qu'il est... il sublime le côté expert des jeux de société. Simple à prendre en main, mais avec une réflexion vraiment gigantesque. Je crois que j'ai que ça à Il me semble aussi. faire, et puis on passe après. Coucou YouTube, coucou Alex. Salut. Alors, petit message d'abord, concours, YouTube, etc. Il y a toujours le concours Insta en cours. Bref. On en est à la deuxième semaine, donc deuxième jeu à gagner. Cette semaine, c'est Cartaventura Oklahoma. Et la semaine prochaine, surprise, un dernier truc. Maintenant, on passe aux nouveautés de chez Matago, distribuées par Asmodée. Bloc en fait, c'est la collection Ambiance. C'est de 3 à 8 joueurs pour 30 minutes de jeu à partir de 8 ans. C'est fait par Alan R. Moon et Bobby West, illustré par Monstroman. C'est marrant, son univers graphique est effectivement un peu monstre. Oui. Bon bref, ça va faire penser à une sorte de codenames dans le système de base, qui est que ce sont des équipes qui s'affrontent avec en gros un maître détective qui va faire deviner à son équipe. Il y a un petit côté au creux de ta main, je trouve aussi. Oui, aussi. Donc du coup, on va avoir un maître détective dans chaque équipe. Ça, c'est toutes les pièces qui vont nous servir à faire deviner les choses. On va mélanger les cartes ici et on va en dévoiler secrètement, vous allez voir, un chiffre de chaque. Donc ça, c'est ce que toi, Alex, tu vas devoir faire deviner à ton équipe. Avec la carte de thème en cours, ça veut donc dire que tu vas faire deviner un grille-pain. Donc moi, je suis le constructeur de l'équipe bleue. Exactement. Moi, je vais en avoir connaissance aussi, en tant que constructrice de l'équipe adverse. Donc je sais que tu vas faire deviner un grille-pain. D'accord. Moi, j'ai tiré le 1. Donc je ferai deviner un éléphant, et tu sais que je dois faire deviner un éléphant. Bien évidemment, nos équipes respectives ne le savent pas, sinon c'est pas très drôle. Ben oui. Comment ça se joue maintenant ? C'est là où il y a le petit twist sympa. Oui, vous allez construire votre mot, mais
avec des contraintes. Contraintes qui sont que moi, je vais te les imposer. En fait, chacun notre tour, on va choisir une pièce à donner à l'autre et cette pièce-là fera partie de la construction forcément. Ah, bah comme Quarto. Oui, exactement. Sachant que, j'ai oublié bien évidemment, en début de manche, on va aussi tirer une carte de contrainte. Par ici, seul un bloc peut toucher la table, les autres doivent être empilés au-dessus. Il y en a un, vous devez vous cacher un œil avec une main ou construire avec la main opposée, enfin toi par exemple à droite puisque tu es gaucher, homme étrange que tu es. On n'est pas à la contrainte là pour Voilà. Donc du coup, moi je vais choisir une pièce que je vais te donner. Je vais essayer de te donner des pièces qui ont le moins de rapport possible avec ce que tu dois faire deviner. C'est-à-dire que là c'est un grille-pain, je vais absolument pas te donner celui-là. Je vais te donner celui-là. Ah tiens donc, eh bien je te donne l'étoile. Tu me donnes l'étoile pour que je fasse deviner mon éléphant. Bah oui. Très bien, ça fait une très bonne tête d'éléphant. Ton grille-pain, tu vas le faire deviner avec ceci. Eh bien je vais te donner le petit orange là, le petit chapiteau orange là. Ouais, ça là. Ça ? Ouais. On dirait un pot de fleurs. Ouais, c'est un pot de fleurs. Et je vais te donner un troisième qui sera pour un grille-pain ceci. Et toi ? Easy. Je vais te donner la grille là-bas là. La grille là orange. Ouais. C'est clairement une clôture. Ok, maintenant qu'on s'est distribué chacun nos objets, et ben en même temps on se lance dans notre petite construction. Donc en fonction des contraintes, là par exemple, qu'il devait y en avoir qu'un qui touchait le sol. Voilà. Mais quand vous n'avez pas de contraintes, vous pouvez les mettre comme ceci, sachant que une des contraintes de base, ça c'est vraiment de base, c'est que la construction doit tenir sans votre intervention. Vous ne devez pas pouvoir la tenir. Il faut qu'elle. Toi tu veux. Le faire en tenant la tu veux faire quoi, ça comme ça là ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je dois faire enfin. Un grille-pain, mon cher. Ah, ça ressemble à un grille-pain. Il est magnifique ton grille-pain. Moi, je dois faire un éléphant. Là, c'est un éléphant. Moi, tu me demandes ce que c'est un éléphant. Ok, bon. Alors, il n'y a pas de timer, même si c'est conseillé d'en mettre un peu pour le décorum, pour surtout qu'on ne mette pas 1000 ans à le faire. Une fois que chacun a fait sa construction, eh ben, on va demander à notre équipe d'essayer de deviner ce qu'on leur a construit, sachant que l'équipe a le visu sur ce qui est possible. Donc, on peut essayer de faire par élimination quand même. Par exemple, ça, c'est clairement pas... Un éléphant. Une bouche. Sur une bouche. Ça pourrait être une montagne. Ouais. Ça pourrait être. Moi, ça pourrait être un péage, mon gars. Ça pourrait être une bouche, oui, effectivement. Montagne ou bouche, ça paraît pas mal. Ok. Donc, du coup, la difficulté, c'est que chaque équipe n'a le droit qu'à une seule proposition. Oui. Voilà. Si elle se trompe, c'est bisous. Elle ne gagnera pas de points à cette manche-là. Heureusement, il y a une deuxième manche, je vais l'expliquer. Si par contre, elle réussit, elle va gagner 2 points. Voilà. On passe à une deuxième manche. L'équipe qui s'est trompée, s'il y en a une, va avoir le droit à... le constructeur va avoir le droit à 3 nouvelles pièces, toujours données par l'adversaire. Oui, bien sûr. Merci Madame la moto. Donc 3 nouvelles pièces, il aura donc 6 pièces à utiliser pour son prochain mot. Ce qui n'est pas toujours un avantage parce que dans les contraintes de base, vous devez toujours utiliser toutes les pièces qui vous sont données. Oui. Voilà. L'autre équipe qui avait réussi, elle, n'a pas besoin de plus de pièces. Non. Elle restera avec ses 3 pièces de base. Deuxième manche, la même chose. L'équipe qui arrive à deviner correctement a 1 point cette fois-ci. Ouais. Donc imaginons ton équipe a bien deviné que c'était un grille-pain, je sais pas comment ils font. Vous avez 3 points puisque vous avez gagné sur les 2 manches, on va dire. Alors que moi, mon équipe, elle a gagné que sur la deuxième manche. Elle est nulle, donc du coup, j'ai qu'1 point. Tout à fait. Voilà. On va faire ça 4 fois. Ouais, c'est ça. 4 manches. À la fin de et à la fin, on comptera les points. Tout simplement, sachant que ça, c'était une mise en place pour 4 joueurs. Il y en a pour tous les types de joueurs, 3. Voilà, à chaque fois, toutes les variantes sont viables. C'était bloquant en fait. On enchaîne avec la bouteille d'Antoine. Génial. Elle est toujours quelque part. Toujours. Là, elle traîne, il faut la trouver dans les vidéos. Tiens, je te la rends. Il est toujours soldé. Hein. Si quelqu'un le veut, dites-le dans les commentaires. On l'a mis à -50, mais on peut négocier avec -70. Oh les mains famille. Ouais, moi je suis trop contente parce que Oh les mains, c'est un de mes gros coups de cœur de jeu ambiance depuis qu'il est sorti il y a 2 ans, je crois maintenant. Même plus, je crois. Non, je crois que c'était pour le Noël d'il y a 2 ans. Oui. Voilà.
Et ben là c'est la version pour jouer avec les plus jeunes. L'autre c'était à partir de 14 ans, il me semble, là c'est à partir de 8 ans. C'est 20 minutes de jeu, hein, quand même plus court que celui pour adultes. Il y a moins de manches, c'est vrai que celui pour adultes pouvait durer une bonne grosse heure quand même. Et c'est de 4 joueurs à 16, toujours aussi cool pour vraiment jouer à très nombreux. On a finalement peu de jeux qui se jouent à très nombreux, à part le loup-garou ou des trucs comme ça. Donc voilà, ils rentrent dans cette gamme. Ce qui est trop bien dans Haut les mains famille, c'est que c'est pile les thèmes que j'adore. C'est surtout des thèmes qui vont parler aux plus jeunes, mais aussi aux plus grands si vous êtes encore un petit peu des enfants. Vous pouvez voir sur la couverture un peu toutes les références qu'on pourrait avoir. Yoda, Bob l'éponge, la Schtroumpf, Spider-Man, la Reine des Neiges, Batman, Harry Potter, voilà. Plutôt de la pop culture finalement, des dessins animés et des animés. Mais vous allez aussi avoir des mimes. Grande différence, à part les thèmes, le nombre de manches, c'est aussi qu'il n'y a pas de gage dans celui-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous mélangez Time's Up avec le jeu des post-it, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 équipes qui s'affrontent sur un certain nombre de manches. Au bout de toutes ces manches, on va voir qui en a gagné le plus. On va avoir 3 manières de faire deviner. On va avoir les mimes, on va avoir les chansons et on va avoir imitation. Donc plutôt avec les bruits quoi. On va avoir du coup 3 manières de faire deviner, mais en plus sur plusieurs thèmes différents. Là vous avez fredonner la chanson, mais vous avez faire deviner la culture G, mimer des actions, je sais pas moi, découper une pizza. Oui. Jouer de la guitare, c'est ce qu'on voit là. Oui, voilà, jouer de la guitare. Vous devez mimer un chat, chanter la chanson sous l'océan, sous l'océan. Voilà. Donc du coup, Time's Up, mélanger un jeu du post-it à chaque manche. On va désigner une personne qui va se faire deviner les cartes. Donc il va prendre la première carte du paquet de thèmes. On lance le timer de 1 minute. Hop, il met la carte sur son front. Lui, c'est parce que c'est toute son équipe le sait et va essayer de lui faire deviner avec les modalités de la manche, mimer, chanter, etc. Et on enchaîne le plus vite possible dès qu'il arrive à trouver la carte. Donc c'est un twist que je trouve très intéressant par rapport à Time's Up, qui est que vous choisissez dans votre équipe quelqu'un qui a, en fonction de ses capacités, par exemple, ok, c'est toi qui vas deviner parce que Alex, tu as plus de culture musicale, donc toi, tu auras plus de chances de deviner quand nous tous, on va te chanter. Ou l'inverse, comme j'ai beaucoup de culture musicale, il faut peut-être mieux que ce soit moi qui chante. C'est là où on choisit. Pas forcément, parce que justement, nous, on est tous nuls en culture G, mais musicale, mais à nous tous. On va chanter déjà en même temps, ça va être le bazar. Oui. Mais à nous tous, on va peut-être pouvoir se compenser de nos lacunes de culture, alors que toi, tu as une plus grande culture, donc tu pourras peut-être plus reconnaître. Tout à fait. Voilà, ça c'était Haut les mains famille. Je vais mettre ma tête de recommandation dessus. Je vais le mettre à côté de Haut les mains où j'ai déjà ma tête de recommandation dessus. On verra que toute la famille est recommandée par mes soins. Donc forcément, ce sont des bons jeux. Je laisse la main à Antoine, je crois. Ton micro. Oui, tiens. Ah, comme ça. Bon bah allons-y. Voilà. Hop là, c'est par là. Courage. Tac. Il est par là. C'est Bobards, Pétards et Mouchards de John Perry. C'est tout simplement une extension et un nouveau jeu autour de Bestioles en guerre. C'est une sorte de nouveau Bestioles en guerre. Bestioles en guerre, ce jeu dans lequel il y a 3 lieux dans lesquels on va combattre. Dans Bestioles en guerre et Alan Dempsey, l'original, c'était plutôt orienté un peu, ça faisait un peu Seconde Guerre mondiale, je trouve. Tout à fait, ouais. Avec un théâtre aérien, terrestre et maritime. Et bien ici, c'est plutôt des histoires de gangsters un peu siècle dernier, un peu gangsters à l'américaine. C'est le même principe, c'est les mêmes règles. En fait, les règles sont vraiment les mêmes. Ce qui va changer, ce sont les pouvoirs. Puisqu'en fait, vous avez des cartes numérotées de 1 à 6. Et sur les cartes de 1 à 5, il y a toujours un petit pouvoir. On va jouer les cartes pour la force, parce que sur chaque lieu, si vous avez une valeur, une somme totale cumulée plus forte que votre adversaire, vous gagnez le lieu. Et si vous gagnez 2 lieux, vous gagnez la manche. Et vous allez gagner des points jusqu'à faire, je crois que c'est 12 points pour gagner une partie. Il y a ce petit twist qui est génial, que si vous sentez que dans une manche vous n'allez pas gagner parce que vous avez mal joué, parce que vous avez eu un tirage de cartes qui est pas génial, ça peut arriver aussi, vous allez pouvoir battre en retraite et dire à l'adversaire, bah vas-y, je te concède cette manche, et votre adversaire va gagner moins de points que si vous l'aviez laissé aller au bout de sa victoire. Exactement. Et ça c'est hyper malin, ce côté de, c'est vraiment, avec Bestioles en guerre ça marchait bien, avec la thématique de la guerre, de se dire ok, là j'ai pas de quoi gagner cette guerre là. Je bats en retraite pour mieux revenir. On va vraiment retrouver ça avec de nouveaux pouvoirs. Alors là, si vous ne connaissiez pas la gamme,
bah c'est bien, vous avez le choix. Vous choisissez votre thématique, un peu Seconde Guerre mondiale ou un peu plus gangster, toujours avec des animaux rigolos. Si vous avez l'original, c'est une extension parce que de nouvelles cartes, mais aussi un nouveau mode de jeu. Parce qu'en fait, si vous avez les deux boîtes, eh bien, il y a des nouveaux modes de jeu pour jouer à plus nombreux et aussi pour jouer en équipe. En équipe, j'ai bien envie d'essayer. Oui. Voilà donc bobards, pétards et mouchards pour bestioles en guerre. On continue cette vidéo et là on arrive sur le jeu que j'attendais, plus ou moins. En fait, je l'ai vu de loin, je me suis dit, why not? J'ai regardé plein de vidéos dessus. Je suis pas très expressif en général, donc c'est vrai que quand je vois un jeu qui est trop bien, genre Ark Nova, je dis, c'est bien, et je m'en vais comme ça. Là, ce jeu, c'est Lands of Galzyr. J'ai vu plein de trucs dessus et je trouve ça incroyable. Pourquoi? Parce que je le compare un petit peu à Voyage en Terre du Milieu. Donc c'est un jeu coopératif, narratif, avec une application qui vous fait vivre des aventures. C'est un jeu dans lequel on va on va jouer un héros, un personnage. Et les illustrations vous font penser un petit peu à ce jeu qui s'appelle La Vallée des Marchands. Okay. C'est le même univers. D'accord. Sauf que là, on avance dans l'univers, dans le monde de Galzyr, du coup. Et il y a cet aspect narratif, jeu de rôle que j'adore, sauf que là, du coup, il n'y a pas de maître du jeu. Alors, j'ai rien contre les maîtres du jeu, si ce n'est que là, du coup, le maître du jeu, c'est votre application. Et, alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous allez avoir foison de matos, il y en a partout. Vous avez des petits pions qui sont géniaux, ça peut faire penser un petit peu à Route dans les illustrations, dans le fait que vous avez un plateau, vous allez avoir une quête principale qui va vous indiquer combien de temps va durer une partie. C'est un jeu vraiment à campagne, parce que vous allez avancer, au bout d'un moment vous allez dire bon, ça fait 6 heures que je joue, je vais me calmer un petit peu. Dans Lands of Galzyr, du coup c'est un jeu coopératif, chacun joue un petit personnage. On va avoir un petit plateau sur lequel il y a un peu comme une fiche de perso, mais représentée sous forme de cercle de compétences, pas des quarts de cercle, mais des zones ici qu'on va avoir, qui sont divisées en 6 zones en fait, qui représentent des caractéristiques par leur couleur, l'agilité, la force, la constitution, enfin vraiment les trucs classiques. Et ces trucs-là, en fait, vous allez pouvoir les améliorer durant la partie. Et en fait, lors d'un scénario, vous allez avoir des quêtes et vous allez les représenter par des jetons. Donc c'est différentes quêtes à différents endroits, vous allez vous balader. Les actions, je ne les fais pas en détail parce que ça va vraiment dépendre, comme dans tout jeu narratif, des cartes que vous aurez. Il va y avoir du coup des quêtes que vous aurez à faire, vous allez vous déplacer, on va vous dire de rendre à tel endroit. Quand vous arrivez à des endroits, vous allez parfois réaliser une quête et on va vous demander une compétence. Et comme dans un jeu de rôle, on vous dit, soit tu vas aller voir, comme dirait notre ami Perceval, vous allez rencontrer un vieux, voilà, parce qu'il y a toujours des vieux dans ces histoires. Donc vous rencontrez un vieux, soit vous allez le tabasser parce qu'il vous a jeté des carottes, soit du coup vous allez plutôt converser avec lui parce que vous sentez qu'il a quand même un passé lourd et qu'il a peut-être quelque chose qui cache, etc. Si je vais converser avec lui, du coup, forcément, je vais je vais utiliser des caractéristiques de charisme, par exemple. Bien sûr. Mais je n'utilise pas que ça. Vous verrez, vous utilisez une compétence de charisme, mais aussi ce qu'il y a à côté. C'est ça qui est intéressant, c'est que les caractéristiques sont bien placées de façon à ce que le charisme s'ajoute avec une compétence qui est à côté. Si soit j'y vais avec la force, dans ce cas j'utilise la force, et à côté, mettons, s'il y a de l'agilité, j'utilise aussi l'agilité. Dans un test, pour faire simple, c'est que vous avez toujours un ensemble de dés qui ne changent pas, qui sont des dés noirs. Vous prenez le pool de dés noirs, il y en a 5 ou 6, je crois qu'il y a 5 dés normalement de mémoire. Les dés noirs, vous les lancez, mais c'est des dés qui ont un ratio tout pourri. Et en fonction des compétences que vous allez choisir, donc caractéristiques, j'en sais rien moi, comme je disais, de force par exemple, je vais remplacer en fonction du nombre d'arcs de cercle que j'ai dans la compétence choisie, la couleur des dés. Et donc forcément, les couleurs de dés donnent plus de symboles dans telle ou telle compétence. Je trouve ce système de dés génial parce que vous prenez le pool, vous regardez vos compétences, vous changez les dés, vous lancez vos dés. En fonction des symboles, si vous avez 1, 2 ou 3 symboles, ça vous donne plus ou moins de réussite. Et vous enchaînez les scénarios. Le système de jeu est franchement méga simple, mais il y a l'air d'avoir des petites subtilités, mais qui sont liées à la narration. Et j'aime cet accompagnement de plateau et application. Je trouve que ça donne une dynamique au jeu qui est intéressante, parce qu'à chaque fois, on est là sur le plateau, on réfléchit, je vais aller à la quête là-bas, il me demande de faire un test, c'est pas fou, je vais plutôt tenter ça. Que me dit l'application? Il me dit ça, ok, je vais plutôt le faire là, du coup. Je me vois déjà en train d'y jouer en mode solo. Si d'autres joueurs veulent m'accompagner dans cette aventure... T'es en train de me chauffer, moi, je te cache pas. Franchement, ça, c'est le genre de jeu que j'adore. J'ai vu plein de vidéos de gens qui jouent, qui sont en mode ok, j'ai fait ça et tout, mais quand je suis parti là-bas, il y a un mec qui est venu. Ça a l'air d'être vraiment une sorte de concentré de jeu de rôle, mais avec ce support matériel que je trouve toujours très très bien foutu. En termes d'édition, c'est franchement propre. Ça, je ne l'ai pas encore acheté, je vous aurais bien montré le matos, j'aurais bien ouvert, mais je ne l'ai pas encore acheté, j'achèterai je pense la semaine prochaine. Je le mettrai dans un coin, j'aurai peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais je veux l'acheter tant qu'il est dispo, parce que des fois, vous savez, les jeux, ils apparaissent, puis 6 mois plus tard, plus rien, il sera plus Oui, on en sait quelque chose. Voilà, donc là, moi, ce truc-là, je vais l'acheter, je vais le mettre dans un coin, peut-être que je l'ouvrirai direct, on verra. Mais ça, c'est vraiment le jeu qui me chauffe en ce moment. J'aime beaucoup les jeux narratifs, et il y a ce côté voyage en terre du milieu que j'aime beaucoup. Je vais continuer, alors, avec tout l'inverse, c'est pas du tout de la narration. C'est
Pole Position. Pole Position, ça n'a rien à voir avec le dessin animé qui est sorti, je crois, en 84, qui était composé d'une seule saison, qui était effectivement une série quand même sur la course, parce que Pole Position, bah, c'est quand même un jeu de course. On est dans la gamme des Smart Games. Donc les Smart Games, comme vous pouvez le voir, en général, c'est des jeux casse-tête, donc de logique, plutôt pour un joueur. On peut se mettre à plusieurs. C'est vrai que moi déjà sur les niveaux master, vaut mieux être à plusieurs, parce qu'il faut quand même bien m'aider. C'est à partir de 7 ans, effectivement, et on a plus de 48 défis à l'intérieur. Le défi de pole position. En fait, vous aurez un plateau qui va être modulable, puisqu'en fait, ça va dépendre du défi que vous choisissez. Si je prends par exemple, on va regarder le défi numéro 7, si tu veux. Hop, on a un défi numéro 7. Le défi numéro 7, il vous indique comment placer, en fait, déjà les différents arbres. Donc là, par exemple, j'ai des arbres à placer. Hop, je vais vous le faire très rapidement. On a l'arbre vert qui est ici. C'est bien sur ce plateau-là. Et on a l'arbre vert foncé qui est là. On m'indique que les voitures vont se placer ici. Le problème, c'est que vous voyez, mes voitures, elles ont des tuiles qui sont faites de différentes formes et du coup, je ne peux pas les placer où je veux. Et évidemment, le but, c'est de tout placer de façon à ce qu'il n'y ait aucun espace vide et que les voitures soient au bon endroit. Ici, les voitures n'ont pas de couleur dans ce starter-là, en fait, dans ce niveau-là. Mais on vous indique quand même une position des voitures. Vous voyez que la verte, elle doit être ici. La jaune, elle est deuxième, donc elle est là. Et la rouge, elle est troisième. Le reste, j'en sais rien, on ne me donne pas plus d'infos. Je sais que la verte doit être ici, la jaune là, et la rouge là. Donc déjà, je peux prendre la rouge et la mettre. Alors ce qui est génial, c'est que les petites voitures tournent. Oh là là, ok. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ça, j'avais pas vu ça. Ça, pour moi, je croyais que c'était le jeu de base, de tourner la voiture. Mais en fait, non, il y avait une histoire de casse-tête à côté où je suis très mauvais. Donc il y a ça, par exemple, je vais mettre la voiture. Ensuite, il y a la voiture jaune que je peux mettre si elle doit être... Je suis déjà perdu. Alors là, voilà. La verte va être ici. C'est en niveau vert et en niveau starter. Normalement, tu dois réussir. Ah bon, c'est pas le niveau wizard. Un petit peu de pression. Voilà. Ok, donc là, par exemple, je suis bien placé. Ok, tu respectes le code couleur pour l'instant. Voilà, le reste, je devrais le placer, mais je vais pas y arriver et la vidéo va durer 2 heures parce que je vais m'énerver, je vais rien comprendre. Mais vous avez compris le concept. En fait, l'idée, c'est vraiment de placer toutes les voitures de façon à ce que ça corresponde au défi. Évidemment, si vous n'êtes pas certain d'avoir bien réussi, vous regardez à la fin, il y a les réponses. Yes. Le mode wizard, bon, bah. Là, t'es en master déjà, c'est encore au-dessus. Ah ouais, non mais d'accord, bon là, voilà, le mode master, bon, bah il n'y a plus rien, voilà. Vous vous débrouillez, c'est juste ça. Donc il y a différents circuits. Il y a différents circuits, ouais. Et là, c'était la prairie, donc le truc classique. Là, on a un petit truc avec du désert. Okay. Là, on a le côté, j'allais dire F0, je crois que c'est ça le jeu. Mais carrément. Ça fait carrément ça. Wipe out, mais plutôt F0. Ouais. Voilà, et là, vous avez d'autres circuits. Enfin, il y en a des caisses des circuits, franchement. Boîte métal et boîte aimantée. Boîte métal et boîte magnétique. Voilà, ça c'est super. Ça là, dans la voiture, c'est trop dans les bien. transports en commun, c'est royal. C'est trop bien. Hop, je range mes petits trucs là, je ferme ma boîte, j'ai pas le temps. Et voilà, hop, c'est rangé, c'est plié, vite, le train, hop, et on part. C'est trop bien. Ça, c'est hyper bien édité. Il y a un autre jeu qui prend pas de place, qui est un peu casse-tête aussi, mais coopératif, qu'on a reçu, qui s'appelle The Mind, le devin. Au début, je l'avais appelé le divin, mais ça n'a rien à voir. The Mind, le devin, qu'est-ce qui change? Déjà, vous avez un joueur de plus. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. Et parmi les joueurs, maintenant, ce qui va changer, donc on a toujours ce système de niveau. Là, je m'adresse que aux gens qui connaissent The Mind. Je ne vais pas réexpliquer The Mind, mais l'idée, c'est que là, c'est un jeu coopératif dans lequel on doit jouer les cartes dans l'ordre. Et dans celui-ci, en fait, il y a un joueur qui est le devin. Et donc, du coup, à chaque niveau, on va indiquer plusieurs choses. Déjà, le nombre de cartes avec lesquelles on va jouer. Donc, on les distribue aléatoirement à chacun des joueurs. Donc là, c'est une carte à chaque joueur au premier niveau. Donc, si on joue à 5, par exemple, il y a le devin, il n'a pas de carte, puisque ce sera 4 cartes le niveau 1, donc une carte à chacun, sauf le devin. Le devin, lui, il consulte les cartes, et sur un petit bloc, que je vais montrer... ah bah il ne le montre pas, bon c'est pas grave. Vous avez un bloc, une ardoise en fait, et c'est l'ardoise du devin. Le devin, il va noter une valeur, mettons si parmi les cartes qui ont été, que je regarde en tant que devin, il y a le 44, je mets 44. Ça donne une indication aux autres joueurs, ils savent qu'il y a le 44. Ensuite, une fois qu'on s'est synchronisé mentalement, on joue nos cartes face cachée. Le but, c'est que nos cartes aient été jouées dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. D'accord. Tout simplement. Avec pour ça l'information, on sait qu'il y a le 44. Le 44. Moi j'ai le 55 en main, je me dis ok. Donc du coup je suis peut-être dernier, mais en tout cas je suis pas premier parce qu'il y a le 44 avant moi. Quelqu'un qui a le 3, il va le jouer de suite. Donc on va jouer nos cartes, et ensuite le devin, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'on a tout joué les cartes? Il regarde, il dit ok, il n'y a pas d'erreur, on passe au niveau suivant. Ok. À partir du moment où il y a une erreur, on va recommencer, mais le devin va indiquer une nouvelle valeur sur les cartes. D'accord. Et on enchaîne, ainsi de suite. Quand vous faites des erreurs, vous perdez des vies. Quand vous n'avez plus de vie, vous avez encore une chance. Et si vous devez perdre une vie alors que vous n'en avez plus, vous perdez la partie. Chaque niveau va vous indiquer, là on voit un niveau 6, ça indique le nombre de cartes avec lesquelles on doit jouer, donc 8 cartes. Le nombre de chiffres que
que je vais y arriver. Le nombre de cartes que le devin peut regarder, donc il peut regarder 5 oui, il y a le nombre de cartes qu'il nous communique, c'est ça? Alors non, le nombre de cartes qu'il a le droit de regarder parmi les 8. Et le 2, le nombre de chiffres qu'il a le droit d'indiquer sur les 5 cartes qu'il a vues. Donc vous voyez qu'il y a 8 cartes à jouer, 5 consultées, 2 uniquement d'informations. C'est plus, j'allais dire brainy, non, mais il y a une sorte d'indicateur qui passe à travers un joueur et qui peut peut-être orienter les autres joueurs sur ce qu'on fait. Parce qu'habituellement, le The Mind marche, je sais pas, magiquement. Parce que souvent, on joue des cartes, on sait même pas ce que les autres ont en main et ça se déroule parfaitement. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a... Ou pas. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a un joueur sur lequel on va pouvoir avoir des informations. Partielles, certes, mais quand même des informations. J'aime beaucoup cette idée. Oui, j'aime bien aussi le The Mind devin. Il faudrait que j'y joue aussi parce que je l'avais vu à Cannes, je crois. On l'avait vu vite fait passer, on a qui y jouait, mais on n'avait pas pu y jouer nous. Donc j'aime beaucoup le devin. C'est très original comme mécanique. C'est dur de faire un nouveau jeu sur le principe du The Mind. Vous aviez le The Mind normal, le The Mind extrême. Maintenant, il y a le The Mind devin. C'est à Alice de vous expliquer un jeu. C'est à moi, re-moi. Hop là! Alors, on a parlé tout à l'heure de haut les mains famille pour jouer avec les plus jeunes. Et bien là, on va parler de Taco Shabook Cheese Pizza. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mais pour petit! Et donc, ça se transforme en Taco Chaton Pizza. Il y a 3 mots avec le chat qui se transforme en chaton parce que c'est mignon et que c'est pour les petits. C'est à partir de 4 ans cette fois, et non pas... 8, je crois, oui. Il me semble. De 2 à 6 joueurs pour 5 minutes de partie. Parce que pour les tout petits, il ne faut pas trop leur en demander pendant longtemps. Parce qu'après, ils font... Voilà. C'est toujours un jeu de rapidité, mais surtout, il va falloir se débarrasser de ces cartes. Donc, on va distribuer toutes les cartes à tout le monde. Dans les cartes, on va trouver principalement des tacos, des chatons et des pizzas. Et... une autre carte magique. À votre tour, vous retournez face visible la première carte de votre pioche en disant le premier va dire taco, le deuxième va dire chaton, le troisième pizza, jusqu'à ce que quelqu'un sorte une carte qui correspond à ce qu'il est en train de dire. Comme dans le Taco Shabook Cheese Pizza de base, j'étais en train de sortir un chaton pendant que je disais chaton. Trop bien, je peux rejouer. Ok. C'est là le twist, on tape pas au milieu. C'est pas énervé à ce point, juste j'ai le droit de rejouer. Je rejoue jusqu'à ce que, à un moment, ce que j'annonce n'est pas ce que je sors. Et là, ça va être au prochain joueur. Il y a un moment où on va quand même taper au milieu, sinon c'est pas très drôle. C'est quand la carte bonbon sort. Le bonbon. Le bonbon, il est là. Quand le bonbon, il sort, et là, tout le monde tape au milieu de la table le plus vite possible. Le plus rapide a le droit de rejouer. Voilà, donc c'est un peu moins punitif puisque quand on est le plus lent, on récupère pas les cartes. C'est juste que quand on y arrive, on peut rejouer, donc se débarrasser plus vite de ces cartes. Tout simplement, voilà, c'était Taco Chaton Pizza. C'est le plus dur finalement quand c'est plus court. Et on se retrouve derrière le comptoir. Hey, on se retrouve derrière le comptoir pour la petite présentation du nouveau microgame de ce mois de juillet qui est insurmontable. Donc microgame de chez Matago, ces petits jeux tout petits. Ici c'est la gamme solo, comme le montre la petite jaquette beige. C'est à partir de 8 ans, c'est 15 minutes de jeu. C'est par Scott Helms. Qu'est-ce qu'il a fait Scott Helms? Il a fait Au Griffonfon, il a fait L'île des prédateurs. Alors bon... essentiellement. En tout cas, dans la gamme des microgames, il a fait que les solos. On va pas faire de commentaires sur ça, mais en tout cas, il en fait des très bons. Il est très fort pour les jeux solos, mais il a fait aussi les Tiny Epic, par exemple, Boomerang, voilà. Il a fait plein de choses, le monsieur, quand même. Hein. Il a fait Warp's Edge aussi. Enfin, principalement du jeu solo, quand même, on ne dira pas le contraire. Qu'est-ce que c'est que Insurmontable? C'est un petit jeu de pose de cartes et d'optimisation, avec des petits effets qui vont pouvoir vous aider ou vous embêter. Vous avez une manière de gagner, c'est de monter, de créer votre montagne jusqu'ici et d'avoir créé un chemin, au moins un chemin qui part de tout en bas et qui arrive tout en haut et qui sont un chemin continu. Les chemins, vous voyez ces petits trucs bleu marine noir là. Donc ici vous aurez un campement constitué de 5 cartes, en tout cas dans le mode de jeu 1, parce qu'il est très fort ce monsieur, on vous l'expliquera après. Vous devez forcément jouer la carte la plus à gauche. Vous la jouez et vous allez la coller quelque part autour de votre première carte. Donc au début, vous êtes à poil. Voilà, vous commencez. Ici, il faut toujours que le premier chemin, au moins, le chemin que vous créez, il parte d'en bas. Il peut pas, voilà, il faut monter de cette montagne. Et donc après, je vais pouvoir faire ça. Hop, je décale tout, j'en mets une nouvelle. Donc je pourrais poser celle-là. Ça vous fait de la programmation parce que quand vous la posez, vous savez
ce que vous allez devoir poser après. Donc vous allez pouvoir continuer à faire ça, mais vous pouvez aussi commencer à faire chevaucher dès que vous avez créé un socle de 2 cartes, vous pouvez commencer à monter. Vous n'êtes pas obligé, comme vous pouvez le voir, de tout faire concorder. Jusqu'à la fin, vous vous débrouillez pour qu'il y ait au moins un chemin continu. Et hop, on va continuer comme ça, jusqu'à ce que soit à un moment vous ne pouvez pas poser. C'est perdu. Ou alors, vous pouvez, en action possible, au lieu de poser une carte, en défausser une du reste de votre ligne pour appliquer l'effet qui est écrit dessus. Généralement, c'est pouvoir réagencer un peu votre montagne, défausser une carte de cette ligne parce que y en a aucune qui vous plaît et en prendre une nouvelle. Voilà, ça peut être un peu ballsy des fois. Moi, j'ai fait quoi la dernière fois? J'ai supprimé une carte et j'ai pris la nouvelle et je devais forcément la poser sur ma montagne. Je sais pas si c'est celle-ci, j'arrive pas à voir. Je sais plus. Non, ça c'est pour réorganiser les cartes du camp, c'est plutôt fort. C'est ça le camp. Ouais. Ça, c'est la montagne. Ah ouais, toi t'avais défaussé une carte qui disait que tu piochais la première carte et que tu l'ajoutais à la montagne. Ouais, alors ça pouvait être vraiment. Ça peut te contraindre vachement en fait. Ah ouais, je pouvais vraiment me casser la gueule, mais j'ai eu énormément de chance. Et donc, comme vous voyez, je peux pas faire ça, les gars. Non. C'est une montagne, Voilà. donc c'est forcément comme ça. Donc, premier étage, 4, 3, 2 Mais pour l'instant, et 1. ton chemin se lie, donc c'est bien. Pour l'instant, il est beau, mon chemin, il est là. Oui. Il faudrait que je le fasse monter par là. Ouais, ou à droite là. Voilà. Donc, sachant qu'il y a un petit hélicoptère quand même, c'est une sorte de joker. Oui, ça permet de mettre une carte de son campement sous la pioche et du coup repiocher une nouvelle. Voilà, ça s'utilise bien évidemment qu'une fois. Comme on vous l'a dit, Scott Helms, c'est un fou. Il a fait 5 niveaux de difficulté, ce monsieur. 5 niveaux, Oui. mes chers amis. Pas 2, pas 3, 5. Gradatif, les difficultés. Tout à fait. Première difficulté, c'est que vous avez un campement que de 4 cartes et non pas 5, donc moins de choix. Deuxième difficulté, vous devez, par étage, mettre que des symboles différents. Oui. Voilà. L'autre, je sais plus. L'autre, c'est la même chose, mais sur les pans de la montagne. Ah oui, comme ça, là. Ouais. Là, comme ça. Et tout se cumule. Attention. Tout se cumule. Ça veut dire que sur la même ligne, vous devez pas avoir les mêmes symboles, Tout à fait. ni sur les diagonales. C'est chaud. C'est super chaud. Et le dernier, je sais plus. Le dernier, c'est les randonneurs. Tu dois avoir oui. autant de randonneurs sur ton chemin, enfin, autant ou moins de randonneurs sur ton chemin que le nombre de cartes utilisées dans la montagne. C'est-à-dire. Pas la totalité, mais sur ton chemin en fait. Ouais. Si ton Donc, chemin passe par 5 cartes, il faut que tu aies moins de 5 randonneurs. voilà, les randonneurs sont là. Imaginons pour l'instant, moi, mon chemin, il est là, apparemment. Donc, j'ai un randonneur. 2 si tu passes par le central. 2 par là, ou même 2 par là pour l'instant. Mais tout à l'heure, par exemple, avec cette variante, j'ai perdu. J'avais 6 randonneurs sur un chemin à 5, justement. Voilà, c'est un déglingo. Donc, vous avez quand même vachement de rejouabilité. Le jeu s'appelle insurmontable, donc si c'était trop simple. J'avoue. J'avoue, il porte bien son nom. C'est quoi le petit sous-titre? C'est créer et planifier votre itinéraire dans la montagne afin d'en atteindre le sommet. Voilà, c'était le micro-game. Antoine, tu peux me rejoindre? Viens. Toujours pas, non? Il est où le micro? Il est là, tu peux le laisser. Salut à tous et bienvenue dans la vidéo. Non, c'est pas ça. Non, pas c'est Alors, hop là. bon. Je range. Je vous rejoins. Car on va faire un petit peu d'actu JDR quand même. Alors, on n'a pas fait l'actu JDR dans le coin JDR comme d'habitude, parce que je n'ai que ceci à vous proposer cette semaine. Mais c'est déjà un gros morceau. C'est donc Polescar. C'est marqué le jeu d'expédition. Vous commencez déjà un petit peu à sentir la mécanique, l'intérêt et de quoi est-ce que ça va parler avec cette magnifique couverture. C'est un jeu d'Enzo Cavalier, donc qui a fait les illustrations, qui a fait le système de jeu, qui a fait l'univers. Bref, on est sur un vrai jeu d'auteur, un vrai travail d'auteur, ce que j'apprécie particulièrement personnellement. Et donc, c'est un jeu dans lequel on va incarner une compagnie et on va donc partir de notre caravane marchande et on va aller explorer, faire des expéditions. C'est vraiment très central dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez créer vos personnages au début, en tant que joueur, vous allez créer votre personnage à vous, donc le classique, un peu jeu de rôle, la classe, la race, etc. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est également créer notre compagnie. Et cette compagnie, elle est commune aux joueurs autour de la table, et elle va vraiment avoir une identité propre. Le bouquin est ultra complet, donc on va trouver une carte du monde comme ça. Il y a tout un tas de petits atlas à l'intérieur. Hop là, on va pas trop regarder la fin parce que la fin il y a quelques secrets. Il y a des secrets donc. Il y a il va y avoir tout un tas de paragraphes, tout un tas de pages sur les équipements, les objets, les armes qu'on va pouvoir trouver, acheter, vendre, etc. Il va y avoir évidemment du bestiaire, il va y avoir évidemment toutes les races et classes jouables. Bref, c'est quand même méga complet. Je vais pas regarder le nombre de pages, ok, on est sur du plus ou moins 300 pages. Et donc là, il y a vraiment tout un univers qui vous est proposé avec cette idée que on n'est pas dans du pulp, on n'est pas dans de la grande action, on n'est pas dans de l'héroïque, puisque nous sommes des personnes normales,
face à la nature, face aux éléments, et où on va aller explorer des territoires jusqu'ici inexplorés et profondément hostiles. Si seulement on pouvait avoir du temps à l'infini, j'aimerais vous dire la semaine prochaine que j'y ai joué et que c'est trop cool parce que ça me hype un petit peu. Malheureusement, le JDR ça marche pas du tout comme ça. Et voilà, donc on est sur un vrai jeu d'auteur. Je suis vraiment toujours très heureux quand je vous propose comme ça de belles curiosités. Je crois qu'on arrive à peu près sur la fin de cette vidéo. Il y a des retours en stock, c'est ça? Je vais te virer on est parti encore pour les parce que- retours en stock. Hop, il y a des retours en stock, mais on va faire un peu bizarre aussi parce que j'ai redé nouveautés après. Oui. Oui, C'est mais pas derrière le comptoir, c'est toujours un peu n'importe quoi. Vous commencez à être Voilà, habitué. déjà rien que ça, C'est j'ai la pure couru. improvisation. Je viens de courir dans la boutique pour les récupérer parce qu'on avait oublié. Donc du coup, on a le retour de toutes les extensions traduites en français pour l'instant de Unstable Unicorn. Voilà, il y en avait 4. Oui. Oui, c'est ça, on hein. nous les a beaucoup demandé. Arc-en-ciel, aventure, dragon, légende. Il est fort. Il est T'as très même fort. pas lu? Non. Non, je les ai pas lus, mais je pense Waouh. que... Il a passé la commande. T'as Ouais, passé la c'est commande. Ça aide. J'ai déjà. passé la commande. Trop fort. Erut, voilà, qui est revenu parce que pourquoi? Eh ben, il s'est refait faire une beauté de sa tranche. Voilà, il a dit adieu à la tranche moche de Matago et il a que des jolies tranches maintenant. Donc voilà, Route, conflit dans les sous-bois qui est revenu aussi en stock. Maintenant, on retourne aux nouveautés, mes chers amis. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Les nouveaux Unlock Short pour cet été. Donc on a 3 petits paquets. Oh. Autant les premières boîtes c'était principalement du niveau facile et moyen, il y avait un difficile. Là c'est 2 moyens et un difficile. Yes. On a le chat de Schrödinger ici, hop là, le petit dos il est mignon. Donc c'est une enquête totalement perchée, hein. Vous voyez bien le petit visuel. Affronter un univers complètement détraqué et aider Monsieur Schrödinger à retrouver son chat. Je croyais qu'il l'avait tué dans un carton. mais bon, Non. c'est Il y pas a une grave. chance sur 2. En tout cas, moi, Il y c'est a- sûr, c'est le premier que je fais, celui-ci. Il y a Red Mask qui lui est un difficile. Red Mask, bon. Ouais, Zoro c'est quoi. Zoro, quoi. Zoro rouge, excusez-moi. Il va sauver son pote qui est en prison, voilà, un héros masqué mexicain de 1810 ou quelque chose comme ça. Donc bon, bah Zoro. Il va sauver Tornado. Voilà, très stylé, le petit dos de carte. Yeah, Zoro. Et on a ici meurtre. C'est bon, t'as fini. On a meurtre à Birmingham, niveau moyen. Donc ça c'est aller dans les bas-fonds de Birmingham en 1920 pour résoudre un crime quoi. Et voilà. Intéressant. Hop, petit dos de boîte. Très stylé, surtout que c'est une vitrine de pâtisserie boulangerie avec un chien, voilà, très mignon et fort gourmand. J'ai trop envie d'y jouer. Grave. Pour les nouveautés, c'est bon. On rappelle parce qu'en fait, Alex n'a pas dit dans l'intro, mais normalement on a intégré une vidéo avec du texte. On a le focus de Knar. Knarr. Voilà, je sais pas. Envoyé très très gentiment par Bombix, la super équipe de Bombix en avant-première. C'est un jeu de Thomas Dupont que vous connaissez sûrement peut-être pour Codex Naturalis et magnifiquement illustré par Antoine Carion. C'est vrai que c'est vraiment joli en termes Ça d'illustration. sort en août. Ouais, mi-août je crois, mi ou fin août. Je crois que c'est plutôt fin août. Ouais. Voilà, voilà. Bon, je vous ai déjà un peu spoilé en mettant le nom des auteurs, etc. Ce qu'on dit normalement dans le focus. Donc je vous dis à tout de suite dans le focus. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Knar ou Nar. Knar. Knar, je sais pas comment on dit dans le Nord. C'est un jeu de Thomas Dupont, auteur entre autres de Codex Naturalis. Et c'est illustré par Antoine Carion, qui a fait un travail absolument magnifique. Vraiment, les illustrations sont vraiment très très jolies. C'est édité par Bombix, qui nous a envoyé cette petite boîte. Donc merci à vous, Bombix, Merci. vous êtes très gentils. Du coup, on a pu y jouer. Ouais, on y avait déjà joué. Déjà joué à Cannes. Cannes. Et il était encore sous version un peu prototypale, mais Mais presque c'était déjà fini. vachement beau. Hein. C'est déjà bien avancé. Et du coup, là, on a pris plaisir à refaire une partie. Donc, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est ça. À partir de 10 ans pour 30 minutes la partie. Ouais. Honnêtement, oui. Alors, c'est assez exponentiel au début. On met en place un peu le jeu. Et puis après, quand on commence à créer un peu son... Bah, c'est un engine building, hein, de toute façon. Ouais, à peu c'est près, ça. hein. Il y a un côté engine building où vous allez un peu comme ça créer votre soupe de points et à la fin, ça va très vite. C'est une course. Mais je te laisse peut-être l'expliquer. Tu veux peut-être me l'expliquer Ouais, moi je veux bien l'expliquer. Vas-y, je te laisse l'expliquer. Alors, petit thème, on doit faire prospérer notre tribu de vikings en recrutant
des Vikings, et en partant en exploration dans les villages, les villes de la région, et en faisant commerce. Le but, en fait, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. C'est une course parce que le premier à avoir fait le tour, donc à avoir gagné 40 points, enclenche la fin de partie. On finit le tour en cours et on voit qui aura gagné le plus de points de victoire. Les points de victoire vont se gagner différemment. Principalement, vous avez des points de victoire bruts, par exemple, qui vont ressembler à ceux-ci, que vous allez gagner sur des cartes, en explorant, mais aussi certains de vos gars que vous allez recruter rapportent aussi des points de victoire bruts. Oui, et après c'est la renommée. Et après, la renommée qu'on va pouvoir monter en fait à certains paliers qui sont représentés par ces petits trucs. À chacun de vos débuts de tour, vous gagnerez des points de victoire brute. Donc ça se combote très bien. C'est ça en fait, c'est du combo. Et un peu gestion de ressources. On va chacun avoir un petit plateau de base qui vous montre aussi quelle couleur vous êtes. Donc là c'est le plateau blanc. Et vous allez avoir de base une ressource et des cartes différentes devant vous. Donc vous avez un petit gonze là, une recrue, et un bracelet ici d'argent je crois, ou d'or, je ne sais plus. Oui, donc c'est d'argent. Voilà, et donc deux différents déjà posés devant vous, et une main de 3 cartes piochées au hasard. Vous allez avoir ici 6 lieux à explorer, et aussi 5 gonzes disponibles au recrutement. Je vais vous appeler des gonzes, mais il faut que j'arrête, des vikings. Quand même, on est dans un thème stylé ou pas? Votre tour de jeu est très simple. Déjà, bon, si vous avez de la renommée, tout de suite vous calculez vos petits points. Si vous êtes à un palier de 2, hop, vous mettez vos 2 petits points de victoire direct. Et après, vous faites votre tour. Vous avez le choix entre 2 actions, vous ne pouvez en faire qu'une. Soit recruter. Recruter, vous jouez une des cartes de votre main devant vous. Vous avez différentes couleurs de vikings. Si je joue la rouge ici, je vais la jouer par-dessus la rouge que j'avais déjà. Donc en fait, je vais faire des colonnes de même famille. Triées par couleur. Hein, voilà, même famille de couleurs. On va dire. Ce qui est intéressant, c'est que ça va faire des petits combos chaînage. C'est-à-dire que je joue celle-ci, je vais activer aussi le pouvoir de celle qui était en dessous. Et s'il y en avait d'autres, je les active toutes dans l'ordre que je veux. Ça peut être très intéressant. Oui. Là, par exemple, je gagnerai un point de victoire pure, parce que c'est celui que j'ai joué, et un petit gonze, parce que le gars derrière, il pouvait me donner une recrue. Voilà. Une fois que j'ai joué ça et récupéré mes ressources, ou fait mes effets, je vais recruter quelqu'un du plateau ici. J'ai joué un rouge, je vais donc aller recruter. Je pense qu'un visuel plus proche sera plus parlant. Je le fais, le voici. Voilà, allez Samantha. Donc, j'ai posé un rouge, je vais recruter à l'emplacement rouge, donc je vais prendre cette carte-là, qui sera dans ma main. Prochain tour, donc j'en mets un nouveau. Prochain tour, si je veux, hop, je joue un vert, je recruterai chez le vert, donc je recruterai ce jaune-là. Du coup, on a toujours 3 cartes en main. Exactement, toujours 3 cartes en main, et on va pouvoir essayer de se faire des petits combos de groupe. Sinon, à part recruter des gens, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, pardon, recrue. À quoi ça sert? Déjà dans cette phase de recrutement, c'est un petit joker, ça vous permet que si vous le dépensez, vous pouvez choisir dans quel endroit vous allez recruter. Ouais. Donc, vous jouez quand même votre carte, mais là j'ai joué un jaune, je peux en dépensant une recrue, ne pas forcément recruter dans la petite colonne jaune. Tu changes voilà. Je vais là où je veux. Voilà, que je prendrai dans ma main. Donc déjà, la recrue sert à ça dans la phase de recrutement. Deuxième action. Autre action possible, c'est une des deux, hein, je vous rappelle, c'est partir en exploration. Eh oui, on est viking, hop, on y va. Pour ça, eh bien, vous allez devoir payer le coût qui est écrit en haut à gauche des cartes d'expédition, qui sont en fait des couleurs. Donc soit certaines couleurs dans un certain nombre d'exemplaires, ou des fois, ici, ça serait 3 couleurs différentes, des choses comme ça. Je dépense mes vikings que j'envoie. Donc là, par exemple, je vais essayer de réaliser celle-là, parce que ça m'en demande 3 différents, et j'en ai 3 différents. On va dire que j'allais jouer lui. J'ai 1, 2 et 3, hop, ceux-là, je les défausse. J'ai le droit de les choisir, hein. Par exemple, je pouvais décider plutôt de défausser celle qui me fait un gonze, là, chez les rouges. Hop, je les défausse, et je prends cette expédition devant moi, hop, je la mets sur mon petit plateau. Ah, vous voyez, mon plateau, déjà, il avait un petit symbole un peu comme ça. Vous allez voir à quoi ça sert. Déjà, quand je la fais, l'expédition, je gagne les gains qui sont là-haut. Donc là, je prends une carte directement de la pioche et je la mets devant moi sans gagner le gain. Mais ça me fait de la chair à canon pour plus tard.
Je gagne 1 de renommée, donc c'est cette petite harpe, donc hop, j'avance, et je gagne un petit gonze, voilà. Je pourrais aussi avoir des petits bracelets, les bracelets d'argent, c'est très utile ici parce que les bracelets, je peux les utiliser pour activer des colonnes. Alors, ça compte pas comme action en plus. ça compte pas comme action, tout à fait. Les bracelets, je peux les faire avant, après, quand je veux, dans mon tour quand même. On va faire un petit combo quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Donc vous voyez, plus je vais explorer, plus on va voir des sortes de colonnes un peu intéressantes quand même. Parce que pour un bracelet, je peux activer tous les symboles de ma première colonne. Si je dépensais 2 bracelets, je pouvais activer tout ça et tout ça. Donc je gagnerais 1 de renommée et 3 points de victoire. 3 points de victoire. Et un gonze en dessous. Et un gonze, pardon, je l'avais oublié lui. Et si je dépense 3 bracelets, j'active tout. Voilà, je les dépense. Sachant que ce soit les gonzes ou les bracelets, je n'ai que 3 emplacements sur mon plateau, je ne peux pas en avoir plus de 3, le surplus est perdu. Donc les petits anneaux, ils servent à ça, enfin les bracelets. Donc voilà, l'exploration va me rapporter des points, des ressources, mais aussi des choses à activer avec des bracelets. Ça peut être hyper intéressant parce que vous pouvez faire, comme tout le reste du jeu, en fait, des bons combos. Des fois, il y a des expéditions qui vont vous rapporter un bracelet d'argent que vous pouvez direct utiliser pour justement activer et activer en plus cette nouvelle expédition que vous venez de faire. Voilà. Je pense que déjà c'était les 2 actions possibles. Ah oui, un gonze, en plus de pouvoir dans la phase de recrutement vous permettre de recruter là où vous voulez. Si vous le dépensez en exploration, ça vous fait en fait une couleur bonus. Supplémentaire. Voilà. Par cool. exemple, je défausse que 2 cartes. oui, par exemple, là j'ai une personnage. expédition qui demande 2 rouges, j'en ai qu'un devant moi, je paye celle-là et je paye mon gonze et c'est bon. Ouais. J'ai mon expédition. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ce qui est très intéressant du coup, c'est comme je vous disais, monter sur la renommée, puisque ça vraiment, chaque début de tour, ça vous donne des points automatiques. C'est très rentable, très important, n'est-ce ça, pas Antoine? On a gagné, il m'a dépassé de peu au dernier tour, grâce à ça. Bon, Alex, tu n'as pas voulu être renommé. Non. Tu vois, il est parti en exploration, beaucoup, Oui. mais il est passé sous silence dans l'histoire. Plus d'exploration, j'ai pas réussi à gagner beaucoup de bracelets pour réactiver tout ce que j'avais découvert. Bah ouais, c'est ballot. Donc voilà, il y a quand même finalement un peu de gestion de ressources parce que les bracelets et les gonzes, c'est très pratique. Oui. Il y a beaucoup de combos de cartes et de chaînage parce que quand vous jouez vos gars dans des familles que vous avez déjà et que vous réactivez tous vos pouvoirs, ça peut être hyper puissant, mais bon, au bout d'un moment, va peut-être falloir quand même les dépenser pour aller explorer. Oui. Voilà, donc il est très rapide. Vraiment, comme a dit Alex, au début c'est un peu lent, vous jouez une carte, bon, ça déclenche pas grand chose, vous avez pas assez pour aller faire des explorations. Puis au bout d'un moment, ça. Ouais, la renommée fait vraiment accélérer la fin de partie, c'est très important. Tous les tours, on peut avancer jusqu'à 5. Alors 5, c'est vraiment si vous êtes allé jusqu'au bout de la piste. Oui. Mais 3, par exemple, à chaque début de tour, vous avancez de 3, sachant que la fin de partie, c'est 40. Vous imaginez que ça peut déjà être assez rapide, sachant qu'en plus, il y a des cartes que vous jouez, elles vous rapportent aussi un point de victoire brut. Enfin, les points de victoire vont vite. Donc c'est vraiment une course, ça vraiment... c'est un rythme très intéressant de... lentement... Voilà, c'était extrêmement serré, en tout cas surtout entre Antoine et moi, parce que tous les deux, nous étions très renommés. Et il a un peu mieux géré ses bracelets. Je suis revenu, j'ai pillé, j'ai tout pillé. Mais t'étais pas très connu de l'histoire apparemment. Non, j'ai pillé. Ah, tu pourrais être un pilleur connu. Ouais, mais non. Mais non, en fait, t'étais un gonze. T'étais un gonze. Voilà, sachant qu'il y a un petit mode avancé. De l'autre côté, vous avez des ressources différentes, pas ressources, mais de base d'exploration. C'est ça, différentes. les bases d'exploration changent en fonction des plateaux. Exactement, et vous avez aussi une variante avec des artefacts qui vont pouvoir vous apporter des pouvoirs particuliers. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Encore une fois, merci beaucoup à Bombix, on vous adore. Et normalement ça sort fin août. Normalement, on n'aime plus trop annoncer des dates parce que on peut se faire taper dessus, ou les éditeurs aussi, parce que y a toujours des problèmes d'approvisionnement, de création, de livraison. Mais voilà, c'est à peu près dans cette zone-là, on espère fortement, et il sera fort bien accueilli chez nous. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.